certains pourraient dire apprenti sorcier, c'est d'anticiper la nature, anticiper les prochaines pandémies, et donc de trouver quel serait le virus qui serait vraiment dangereux, qui peut faire des dégâts, qui va être très infectieux. Et une fois qu'on a trouvé ce virus, de faire des vaccins. Et d'ailleurs, il y avait même l'idée, que je ne sais pas si elle est aujourd'hui exclue, mais c'était un travail sur un vaccin qui n'était pas terminé, un vaccin atténué. Il y a eu, dès le mois de février, effectivement, un article qui est paru dans le Lancet qui a établi envisager que le virus puisse provenir de travaux de laboratoire et qu'il ne soit pas complètement naturel, mais qu'il ait été en gros travaillé, et ben ça c'était une théorie du complot. Une hypothèse qui avait été écartée de façon anormale. L'épidémie démarrait à Wuhan, qui est un haut lieu de la recherche sur les coronavirus. L'Institut de virologie de Wuhan, qui est à la pointe mondiale sur ces sujets. Et ça, c'est un article qui est paru dans le Lancet, qui a été signé par 27 scientifiques de renom international et qui a été vu comme une sorte de consensus, alors qu'en fait, cette lettre, elle a été faite par une personne qui s'appelle Peter Daszak, qui dirige une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui fait de la recherche de virus, en fait, qui est en fait le collaborateur du laboratoire de Wuhan, avec qui ils font des travaux qu'on appelle de gain de fonction, de modification des virus pour les rendre capables de sauter des barrières d'espèces ou alors d'accroître leur contagiosité. Et bien cette personne qui en fait travaillait sur des virus qui peuvent être typiques, celui qui est sorti, SARS-CoV-2, eh ben, il va dire que en fait, c'est impossible de dire que ça pourrait venir d'un laboratoire comme ça. C'est une théorie du complot. Il est devenu le responsable du groupe de recherche, de la task force du Lancet sur l'origine du virus. Il est devenu en fait l'expert numéro 1 un peu sur cette recherche, alors qu'en fait, il a tout fait pour empêcher une piste. Et il a été ensuite à l'OMS, il est devenu l'expert de l'OMS. Et je me rappelle, était sorti justement un site américain qui s'appelle USRTK, avait sorti, ils avaient récupéré tous les mails de Peter Daszak. Et on voyait qu'en fait, il avait intrigué pour faire ce papier, qu'en fait, il ne voulait pas trop qu'on voit que ce soit lui. Et en France, personne n'en parlait, et personne n'en parlait à peu près nulle part. Et c'était quand même assez choquant de voir qu'une personne qui avait en fait avait manœuvré, avait intrigué pour discréditer une hypothèse, et il était l'expert en vue. Brice Perrier, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Donc je m'appelle Brice Perrier, je suis journaliste indépendant et j'ai travaillé dans différents magazines depuis une vingtaine d'années. Et là, dernièrement, j'ai aussi écrit des livres et les deux derniers, l'avant-dernier, c'était un sur l'origine de SARS-CoV-2 qui s'appelle Aux origines du mal, qui est paru en 2001. Et puis cette année, je sors un livre qui s'appelle L'obscurantisme au pouvoir, et dont le prolongement est aussi une lettre d'information que j'ai lancée il y a quelques mois, qui s'appelle Raison sensible sur la plateforme Substack, et que je propose des entretiens ou d'autres choses à peu près toutes les semaines depuis quelques mois. Donc voilà. Très bien, alors nous allons un peu rentrer dans le détail de vos livres. Mais effectivement, votre dernier livre sur l'obscurantisme au pouvoir, vous argumentez qu'une certaine pensée dominante entrave le développement de la science. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est comme les mots veulent le dire. J'ai trouvé en fait qu'il y avait... on parlait beaucoup ces dernières années d'obscurantisme, notamment, je parle par un magazine comme l'Express faisait souvent des unes sur le nouvel obscurantisme, et c'était souvent, c'était même à peu près toujours, les gens qui refuseraient le progrès, qui refuseraient la vaccination, les Amish, ou les gens qui refusent la loi de l'évolution. Et en fait, c'est un peu toujours des gens qui sont plutôt marginaux et qui sont minoritaires,
Et alors qu'en fait, ce que j'ai observé depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a une forme d'obscurantisme qui en fait est le vrai obscurantisme parce qu'il a le pouvoir en fait de l'être et de s'exercer parce que historiquement, l'obscurantisme qui interdisait à Galilée de dire ce qu'il disait, c'était parce qu'il y avait l'autorité qui pouvait être celle de l'État, l'autorité de la religion. Et on avait complètement en fait effacé ça ces dernières années en taxant uniquement d'obscurantistes des gens qui en fait étaient des marginaux, qui donc n'avaient pas le pouvoir d'imposer leur vue. Alors ils peuvent refuser des données, voilà. Mais non, moi j'ai l'impression que l'obscurantisme c'est pas seulement ça. Et l'obscurantisme, donc j'ai mis celui qui est au pouvoir parce que ce sont des gens qui ont effectivement le pouvoir d'empêcher des recherches, d'empêcher qu'on connaisse des données, de les discréditer, ou beaucoup d'empêcher de mener des recherches. Et en plus, un peu le point commun à tout ce que je montre dans le livre, c'est que c'est un obscurantisme qui se targue de raison, qui se montre comme la voie de la raison, la voie de la science, et qui donc a une sorte d'alibi pour discréditer des opinions scientifiques ou des points de vue divergents, des points de vue minoritaires, sous couvert de raison, de science. Et donc, voilà, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, parce que c'est nous la raison, quoi. Et donc cet obscurantisme, on le retrouve donc dans les médias, dans les institutions scientifiques, au gouvernement, enfin dans toutes ces grandes instances officielles, d'une certaine manière. Disons qu'on le retrouve chez les gens qui, justement, ont des positions d'autorité, en fait. Hein. Donc, ça peut être un mandarin, ça peut être un chercheur qui est dans des commissions, ça peut être des structures comme au niveau de la médecine, par exemple, ça peut être l'industrie pharmaceutique, qui est quelque chose d'un peu plus structurel. Ça peut être aussi dans les médias, avec des journaux qui ont une parole d'autorité, qui vont choisir de mettre en avant certaines choses, d'en discréditer certaines autres. Et donc, oui, voilà, mais c'est toujours ce que je remarque à chaque fois, à peu près, hein, il y a cette idée de raison, que nous, on incarne la raison. Et le progrès, et la science, et voilà. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, écrit par Stéphane Foucard, notamment du Monde, et quelques autres co-auteurs dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas qui s'appelait Les gardiens de la raison. Voilà. Donc, qui allait un peu dans votre sens déjà. Oui, et qui était plus, on va dire, au niveau un peu industriel, sur les pesticides ou ce genre de choses. Il était pas mal au niveau de l'environnement, quoi. Et là, moi, il y a un côté qui est presque plus idéologique, je crois, dans ce que je mets en avant, où vraiment cette raison, elle peut être très dogmatique. Et en fait, c'est une pseudo-raison. Et donc, il peut y avoir des intérêts économiques, notamment au niveau de la médecine, mais il y a quelque chose qui est aussi très dogmatique et assez idéologique, en fait. Et alors, vous écrivez dans votre livre qu'il peut être exclu, je cite, d'étudier certaines hypothèses qui risquent de remettre en question des paradigmes matérialistes. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Là, en l'occurrence, c'est peut-être vous faites allusion aux espérances de mort imminente. Oui, ou par exemple à Benveniste et à la mémoire de l'eau, qui remet en question certaines lois physiques connues, ou en tout cas qui met en avant des phénomènes qui peuvent pas être expliqués par ces lois. Par les lois, oui. En fait, ce livre, je l'ai fait en proche soutien, on va dire, de Miroslav Radman, qui est un grand biologiste franco-croate et avec qui on avait la même éditrice auparavant. Et donc, je l'ai interrogé un peu pour une toute autre question que ça, mais pour quelque chose qui concerne les effets secondaires du vaccin Covid, enfin la possible intégration des vaccins Covid dans le génome. Mais donc, on a sympathisé et il a même à un moment été question qu'on écrive le livre ensemble. Et puis, ça n'a pas été possible parce qu'il était beaucoup pris en Croatie, il est franco-croate, et il a un institut en Croatie qui était un peu en difficulté, donc ça n'a pas été possible, mais il est quand même dans beaucoup de passages du livre un témoin un peu privilégié. Et quand on discutait, et je lui demandais quel est pour toi l'exemple d'obscurantisme le plus flagrant de ces dernières décennies, et tout de suite il a dit la mémoire de l'eau de Benveniste. Et non pas parce qu'il disait que en fait, Benveniste avait raison, qu'il avait démontré la mémoire de l'eau, mais la façon dont en fait, on s'est comporté avec lui, et notamment la revue Nature, qui a... Alors qu'est-ce qui s'est passé peut-être ? Est-ce qu'on peut raconter un peu le déroulement de cette histoire donc déjà, l'histoire de la mémoire de l'eau, c'était Benveniste qui avait fait des recherches, et il avait réussi à mettre un peu en évidence qu'il pouvait y avoir un effet moléculaire sans molécules.
parce qu'il procédait avec des dilutions, en fait des hautes dilutions. Il utilisait un allergène sur des cellules allergiques. Et en fait, en faisant des dilutions telles qu'il n'y avait plus de molécules, il pouvait obtenir quand même parfois un effet moléculaire. C'était pas systématique, mais ça revenait de façon assez récurrente. Et donc, il avait découvert une sorte de mécanisme qu'il ne comprenait pas d'ailleurs et qu'il ne prétendait pas avoir compris, mais qui remettait en cause l'idée que pour qu'il y ait un effet moléculaire, il faut qu'il y ait une molécule. Et là, d'où l'idée qu'il pourrait y avoir comme une mémoire à l'eau qui aurait gardé la mémoire de cette molécule et qui pourrait produire l'effet sans que la molécule soit encore présente. Donc, il a fait des travaux sur ce sujet et Benveniste, qui était un grand immunologiste, on disait qu'il était nobelisable, pas pour ces travaux-là, pour des travaux qu'il avait fait avant. Et donc, il était quelqu'un d'important, un chercheur très renommé et très respecté, et qui donc pouvait être en contact avec la revue Nature, qui est la revue la plus prestigieuse au monde. Et il tenait à faire, comme un peu n'importe quel chercheur qui veut se faire reconnaître son travail, il a cherché à publier un article dans Nature, ce qui a amené 2 ans en fait de tractation, d'échanges avec le rédacteur en chef de Nature, qui était très sceptique. Alors il faut voir aussi qu'il y a un contexte qui a un peu entre guillemets, je ne sais pas comment dire, péjoré, pas péjoré, ou alors rendu un peu plus sensible encore à cette question, c'est que Benveniste avait des travaux qui étaient en partie financés par des laboratoires homéopathiques, laboratoire à Boiron, ouais. et d'autres. Et donc, en fait, ce qu'il faisait pouvait amener une certaine explication éventuellement à l'homéopathie, parce que ça fonctionnait sur les principes des dilutions et aussi de la dynamisation. Donc, à chaque fois que vous faites une dilution, vous secouez le tube, et c'est le principe un peu de l'homéopathie. Et il reprenait cette méthode pour arriver à faire ces dilutions. Après, ça devrait être distingué, parce que c'est pas la même chose. Mais il y avait quand même cette chose qui pouvait affilier ses travaux avec l'homéopathie. Et du coup, comme l'homéopathie est quelque chose d'un peu sulfureux, de critiquer, il a eu beaucoup d'ailleurs de critiques contre lui qui sont des adversaires de l'homéopathie. Et notamment, je crois que c'était le cas du rédacteur en chef de Nature, mais qui a donc suivi ce parcours pendant 2 ans en demandant à Benveniste de refaire des expériences. Et après, il y avait le truc qui était quand même le plus important qu'il a demandé, c'est d'avoir fait répliquer ces expériences dans 2 laboratoires autres que le sien. Exigence qu'il a remplie. Et donc, le papier a pu paraître dans Nature, mais il y avait une dernière condition qui était posée par dont le nom m'échappe, le rédacteur en chef de Nature. C'était pas Madoff, mais c'est un truc un peu comme ça, je ne sais plus. Mais il a demandé qu'il puisse aller faire une sorte de vérification dans son laboratoire, d'aller voir, qu'on leur montre comment ils faisaient les expériences et qu'ils le voient de leurs yeux. Mais ça, c'est inédit quand même. Et ça, c'est ça qui a vraiment choqué Miroslav, parce que ça, c'est pas normal d'aller faire une sorte d'inspection, en fait. Et maintenant, vous allez nous le montrer. Et déjà, c'est pas tellement normal de faire ça, parce que la science, c'est chacun reproduit dans son truc, dans son laboratoire, mais il n'y a pas vraiment des inspections. Et non seulement c'est pas normal, mais en plus, c'était des inspections qui étaient faites avec un illusionniste, qui était spécialiste de la démystification des phénomènes paranormaux, ce genre de choses, et un spécialiste de la fraude. Donc en fait, c'était le responsable de Nature, qui n'était pas un spécialiste du secteur de Benveniste, et 2 personnes qui n'en étaient pas non plus, mais qui étaient un spécialiste de la fraude et l'autre un illusionniste qui trouvait les supercheries. Donc déjà, ça montrait un peu le contexte, comment on voyait les choses. Et donc, ils sont allés faire cette inspection qui a duré 4-5 jours et qui est assez... qui s'est pas très bien passée, parce que c'était au début, ils ont fait une expérience qui a marché, et puis après, c'est Cédric Villani qui le raconte assez bien, parce que je l'ai interrogé aussi pour ce livre, parce lui s'est beaucoup intéressé à la question de la mémoire de l'eau, il y a 7-8 ans, et il avait fait une allocution, un colloque qu'il y avait eu à Paris, et il m'a donné le texte de son allocution, et il racontait comment, en fait, cette expérience avait été, cette inspection avait été tout sauf dans les codes un peu scientifiques, parce que c'était une mise sous pression, une recherche de fraude qu'ils n'ont d'ailleurs pas trouvée. Et puis qu'en même temps, il y avait des éclats de voix, les gens s'énervaient, et que pendant ce temps, vous aviez le magicien qui faisait des tours de prestidigitation pour amuser les gens. Donc,
ils en sont arrivés que l'expérience n'a pas été reproduite en fin de semaine et Nature a conclu que c'était une fantaisie inutile. Et ça a marqué, c'était quand même très curieux d'ailleurs, parce qu'il publie un papier dans un mois, puis le mois d'après, on va dire en fait c'était n'importe quoi, tout ça parce qu'ils ont fait une vérification qui ne rentrait pas dans des protocoles scientifiques habituels. Mais du coup, ça a quand même beaucoup marqué en fait l'histoire de la mémoire de l'eau et le travail de Benveniste, qui a pu continuer ensuite. Et lui, il a continué beaucoup, mais assez vite, ça a été un peu une affaire réglée, quoi. Et donc, ça, c'est ce qui montre, voilà, qu'il y a un refus de chercher, qui est par une pensée, oui, là, c'est plus une pensée dominante, qui trouve ça ridicule, qui va le discréditer, et qui va faire qu'un chercheur, qui était un chercheur très, très renommé, qui avait bien travaillé, et qui là encore a amené quelque chose qui est potentiellement très important. Et il a continué d'ailleurs, parce que au moment où il a fait le papier de Nature, sa technique, c'était à la base d'un test qu'il avait lui-même conçu, et qui a pu être critiqué. Donc ensuite, il a développé sa méthodologie pour arriver à faire ça, et il est arrivé finalement à avoir des signaux électromagnétiques, à enregistrer comme des signaux électromagnétiques de molécules, en fait, qui étaient même là encore mises dans l'eau diluée. Et seulement, ça a été assez délaissé. En fait, on l'a mis en fait sur une voie de garage. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal Ragouel, qui est un sociologue des sciences, qui a fait un beau travail là-dessus, sur toute cette histoire de Benveniste. Il avait fait sa thèse déjà, et il a fait un bouquin qui prolonge un peu sa thèse, et qui montre qu'en fait, c'est une controverse qui est pas résolue, qui est abandonnée, en fait, qui est abandonnée par préjugés, et qui permet aujourd'hui, parce que tout ce qu'il a fait, notamment tout ce qui est fait au niveau électromagnétique, ça n'a jamais été regardé de façon sérieuse, et on avait mis un peu Benveniste, il est parti dans l'ombre, quoi, on peut dire, hein. C'était un peu l'image qu'on a donnée de lui. Et du coup, c'est quelque chose qui a été abandonné et qui permet à chacun de choisir sa version. Et vous allez la voir, les gens anti-Benveniste qui vont dire il était nul, voire c'était un fraudeur, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui n'a jamais été prouvé. Et puis ceux qui vont, des pro-Benveniste, vont dire non, il y a des expériences qui marchaient, la mémoire de l'eau prouve l'homéopathie, ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, la recherche a été bloquée. Et ce que dit Cédric Villani, c'est que ça sera un devoir pour la communauté scientifique de reprendre cette histoire, parce qu'il y a potentiellement, il y a quand même beaucoup de choses étranges encore qui ne sont pas expliquées, et potentiellement, ça serait quand même une découverte fondamentale. Et malgré ça, il me raconte que quand il disait ça à l'Académie des sciences, on le regardait un peu de travers, et voilà, et du coup, c'est plus catalogué. Et alors, Luc Montagnier a repris les recherches sur ça. Justement, alors Luc Montagnier avait repris les recherches, et il y a d'ailleurs un film qui est assez étonnant, hein, qui a été un documentaire qui a été fait pour France 5, et qui s'appelle On a retrouvé la mémoire de l'eau, je crois. On mettra dans le document en source. Et dans ce film, on voit un transfert d'informations par mail, de justement un signal électromagnétique qui est enregistré à Paris, ou en tout cas en France. Et selon la technique qu'avait développée Benveniste, et qui a été après affinée, on va dire, par Luc Montagnier, qui travaillait toujours avec le même collaborateur que Benveniste. Et donc, on voit qu'il récupère cette donnée, cette information, comment dirais-je, c'est une donnée électromagnétique. Un signal ? Un signal électromagnétique, voilà. Et il l'envoie par mail en Italie. Et en Italie, ils récupèrent le signal. Et avec un PCR, ils arrivent à reconstituer l'ADN à 99%. Donc ça, c'est quand même très, très étonnant. Et ce que dit d'ailleurs le réalisateur du film, que j'ai interrogé, il dit oui, on dit beaucoup que les expériences de Montagnier, elles ne marchent pas. Dès qu'on veut les refaire, pas de Montagnier, de Benveniste, dès qu'on a cherché à les refaire, elles ne marchaient pas. Là, moi, la seule fois que je suis venu en tourner une, ça a très bien marché. Et bon, c'est un film, donc c'est pas non plus les protocoles c'est pas une publication. Mais en fait, Luc Montagnier a repris ça, mais Luc Montagnier était déjà dans une espèce de voie un peu de marginalisation. Et ce qui fait qu'en fait, ses travaux ne sont pas du tout reconnus. Et voir le fait qu'il les ait repris, à part pour ses fans et pour les gens qui sont les partisans un peu de Luc Montagnier, c'est plutôt l'argument de dire c'est sa dernière lubie. Et ce qui est assez triste, c'est qu'il
qui montre en fait il y a des recherches un peu qui partent. Il n'y a plus vraiment de monde commun de la recherche qui peut arriver, ça peut arriver au niveau de l'information, mais là c'est que Villani, quand il s'est beaucoup intéressé à ça, il a sollicité Montagnier, Montagnier avait invité un colloque, donc il est venu, il a potassé beaucoup le sujet. Il a fait cette allocution là donc je relate je relate quelques parties dans le livre. Mais il a demandé à Montagnier il a ouvert une porte à l'école normale supérieure pour qu'il puisse faire ses expériences là-bas dans un cadre très officiel. Et Montagnier a pas donné suite. Et ce qui est dommage. Comme si en fait il n'y en avait pas besoin, que c'était pas la peine, alors que bien sûr que c'est la peine de travailler là-dessus dans un cadre très strict et sérieux. Parce que si on reste dans des trucs marginaux, à les publier dans des revues de 5e zone, c'est pas ça qui fera avancer la science. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, Miroslav trouve que c'est le plus grand cas d'obscurantisme. Et en tout cas, c'est quelque chose qui montre un peu, oui, une fermeture d'esprit et un côté, on va pas chercher ça parce que c'est aberrant, en fait, qu'il y ait un effet sur molécule, c'est pas possible. Et ce côté-là va amener une sorte d'obscurantisme sur la recherche parce que on va pas plus loin, qu'on cherche pas à aller au-delà des préjugés, quoi. Et là, vous parliez de Luc Montagnier, alors ça fait la transition sur un autre sujet que vous avez traité dans un livre précédent, c'est les origines du Covid, parce qu'effectivement, Montagnier, un de ses derniers faits d'armes, c'est d'avoir, en tout cas, mis en avant que peut-être le SARS-CoV-2 avait été trafiqué, ou en tout cas en laboratoire. Et vous avez justement écrit un livre sur les origines du Covid qui enquête un peu sur cette thématique. Alors, est-ce qu'on peut un peu revenir sur ces éléments et quels sont les principaux éléments que vous aviez mis en avant dans ce livre pour appuyer l'idée de l'origine du Covid en laboratoire, à Wuhan en l'occurrence? Déjà, c'est que c'était une hypothèse qui avait été écartée de façon anormale. Parce que déjà, l'épidémie démarrait à Wuhan, qui est un haut lieu de la recherche sur les coronavirus. Il y a plusieurs laboratoires qui travaillent là-dessus, et notamment l'Institut de virologie de Wuhan, qui est à la pointe mondiale sur ces sujets. Laboratoire P4. Laboratoire P4, pas uniquement, parce qu'en fait, à Wuhan, ils ont un P4, mais les coronavirus ne travaillent pas dans les P4. Donc, on a beaucoup parlé du P4, mais s'il y a un virus qui a fui des laboratoires de Wuhan, c'est probablement pas du P4, c'est plutôt du P3, voire du P2. Et justement, c'est ce qui pose problème, c'est de faire des travaux qui peuvent être un peu risqués sur des laboratoires de sécurité niveau inférieur que les P4, quoi. Et donc, voilà, il y avait déjà ça qui amenait à dire, on pourrait voir, est-ce que ça viendrait pas de là-bas, quoi. D'ailleurs, c'est ce que me disait Catherine Bréchignac, que j'ai interrogée je débute le livre avec elle à l'Académie des sciences. Et qui est secrétaire honoraire. Qui était secrétaire perpétuelle honoraire, mais qui auparavant était la directrice du CNRS, et qui était la directrice du CNRS au moment où justement elle a plaidé elle-même pour que les Français aident à faire un P4 à Wuhan. Donc, elle, dès qu'elle a vu que l'épidémie partait de Wuhan, elle s'est dit... Il y a un lien, quoi. Elle n'a pas dit un lien, mais en tout cas, la question se pose. Elle dit, est-ce que ça ne serait pas sorti de notre P4 ou d'un autre laboratoire? Et ce qu'elle dit, c'est que tout de suite, on ne pouvait pas dire ça parce que c'était taxé complotiste. Et elle était étonnée qu'on ne puisse pas poser cette question. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, dès le mois de février, effectivement, un article qui est paru dans le Lancet qui a établi envisager que le virus puisse provenir de travaux de laboratoire et qu'il ne soit pas complètement naturel, mais qu'il ait été, en gros, travaillé ou quitté. Ça, c'était une théorie du complot. Et ça, c'est un article qui est paru dans le Lancet, qui a été signé par 27 scientifiques de renom international, et qui a été vu comme une sorte de consensus, alors qu'en fait, cette lettre, comme je le racontais dans mon livre, elle a été faite par une personne qui s'appelle Peter Daszak, et qui est quelqu'un qui dirige une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui fait de la recherche de virus, en fait,
qui cherche à détecter des virus pour anticiper les prochaines pandémies ou de voir les virus qui peuvent être émergents. Il a aussi initié la lutte contre les SARS de chauve-souris, il me semble. La lutte contre les SARS issus de chauve-souris. C'est pas tant qu'il y ait une lutte, c'est qu'ils... Non, ils ont découvert, c'est pas que lui, c'est plutôt d'ailleurs les Chinois qui ont découvert que les chauves-souris étaient à l'origine des coronavirus de type SARS, suite au SARS-CoV-1. Et ça a mis des années, mais c'est Zheng Liqi, la scientifique vedette du laboratoire de Wuhan, et qui travaille avec Peter Daszak en collaboration depuis plusieurs années, et notamment ces dernières années. Et en fait, c'était très malvenu parce que Peter Daszak, donc, qui est en fait le collaborateur du laboratoire de Wuhan, avec qui ils font des travaux qu'on appelle de gain de fonction, de modification des virus pour les rendre capables de sauter des barrières d'espèces ou alors d'accroître leur contagiosité ou leur infectiosité. Eh ben, cette personne qui en fait travaillait sur des virus qui peuvent être typiques, celui qui est sorti, SARS-CoV-2, eh ben, il va dire que en fait c'est impossible dire que ça pourrait venir d'un laboratoire comme ça, c'est une théorie du complot. Et en fait, c'est une pure manipulation. C'est pour se protéger de cette personne. C'est pour discréditer cette hypothèse qui en fait pointait lui et ses amis. Et il a quand même bien manœuvré parce il a donc fait ce papier qui a tout de suite été repris dans les journaux du monde entier. C'est devenu un peu la référence. Enfin, il y a eu une référence scientifique qui était un mois après, mais par une équipe qui est plus ou moins proche. Mais lui, c'était l'idée qu'en fait, oui, c'était classé complotiste, en fait. Classé complotiste, cette hypothèse. Et il a ensuite été il est devenu le responsable du groupe de recherche de la task force du Lancet sur l'origine du virus. Il est devenu en fait l'expert numéro 1 un peu sur cette recherche, alors qu'en fait il a tout fait pour empêcher une piste. Et il a été ensuite à l'OMS, il est devenu l'expert de l'OMS. Et donc moi j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, c'était à l'automne 2020. Et je me rappelle, était sorti justement un site américain qui s'appelle USRTK, avait sorti des emails, parce que là-bas ils font des FOA, je crois que ça s'appelle, l'accès aux données, donc ils peuvent récupérer, en faisant une demande officielle, ils peuvent récupérer des mails sur des sujets qui posent question. Et donc, ils avaient récupéré pas mal de mails. C'était des mails qui étaient au sein du service de Fauci, Anthony Fauci. Hein, non. Là, c'était les mails de Peter Daszak. Ils cherchaient justement, parce qu'ils avaient vu que Peter Daszak était là-dedans, donc ils avaient récupéré tous les mails de Peter Daszak. Et on voyait qu'en fait, il avait intrigué pour faire ce papier, et que en fait, il voulait pas trop qu'on voit que ce soit lui. Donc ça, c'était écrit dans les mails. Et ça, c'était dans les mails qui montraient. Et tout ça... C'était sorti un peu pour le moment où j'ai commencé à enquêter, donc ça a tout de suite été la matière assez forte. Et en France, personne n'en parlait, et personne n'en parlait à peu près nulle part. Et c'était choquant en fait de voir que ça sortait en octobre, novembre, je crois, et que 3 mois après, cette personne était l'expert qui était le plus en vue presque, parce qu'en plus il parlait beaucoup, il aurait pu se mettre d'un peu discret, mais pas du tout. À Wuhan, c'était lui qui parlait, il tweetait toute la journée, il parlait beaucoup aux journalistes, et c'était quand même assez choquant de voir qu'une personne qui avait en fait comment dire, avait manœuvré, avait intrigué pour discréditer une hypothèse. Et il était l'expert en vue. Et aujourd'hui, il est devenu quoi? Parce que est-ce qu'il est toujours actif à Wuhan? Il est plus actif à Wuhan. Il est aux États-Unis. Alors aux États-Unis, depuis, il a quand même été plus sur la sellette. Hein, donc il y a quand même ce sujet est beaucoup, on va dire, plus traité qu'en France. En France, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de discrétion sur ce sujet, et on va pas trop justement sur tout ce qui est un peu scandaleux avec il y a toute l'histoire de Peter Daszak, mais il y a aussi cet autre papier là où là ça ramène plus à Anthony Fauci, mais cet autre papier qui était paru dans Nature Médecine par Christian Andersen notamment, qui était le premier auteur,
et qui lui disait que en fait le SARS-CoV-2 c'était sûr que c'était naturel, qu'il avait rien d'un virus travaillé, et donc qui était plus, alors que la tribune de Desac c'était une question de principe en fait, là ça se voulait plus un papier scientifique, mais qui en fait était quand même qu'un papier d'opinion, c'était pas ils apportaient pas de données nouvelles. Et ce qui a été vu et qui a posé justement problème aux États-Unis, c'est qu'en fait les auteurs de ce papier, ils avaient fait une réunion avec Anthony Fauci à la fin du mois de janvier. Et en fait, eux, ils voyaient qu'il y avait notamment une partie du virus qui est ce qu'on appelle le site de clivage à la furine, qui est une zone particulière du virus qui lui donne sa grande capacité d'infection. Et Christian Andersen et d'autres personnes qui étaient en train d'échanger avec notamment Anthony Fauci, ils trouvaient que ça sentait pas naturel et que voilà, ils disaient genre 60% qu'il n'est pas naturel, 40%. En tout cas, la question se posait, était vraiment une question légitime. Et puis après cette réunion, ils ont fait cette réunion et puis après finalement non, c'était ils ont créé un papier qui disait que en fait non, il y a. Et donc voilà, donc ça a posé des questions. Pourquoi ces chercheurs se sont retournés comme ça? Est-ce qu'il y avait des liens entre Anthony Fauci, Peter Daszak et ils se connaissent. Après, Peter Daszak, il a plus agi un peu lui. C'était pas pour sauver ses fesses, mais parce qu'il s'était fait interdire de chercher, de faire ses recherches aux États-Unis, non? C'est pour ça qu'il était allé les faire. Non, c'est pas ça. Il y avait eu un moment, il y avait eu un moratoire sur les recherches sur les gains de fonction aux États-Unis. Et donc, il y a eu un peu un contournement de ce moratoire. Alors, pas que par Peter Daszak, mais Peter Daszak, en fait, il mettait en contact les Chinois. Les Chinois qui, eux, avaient déjà un savoir-faire correct, mais surtout une collection de virus, la plus grosse collection de virus. Et c'est le pays où ils trouvent beaucoup de SARS. C'est eux qui avaient découvert les origines du premier SARS, et voilà, notamment par toutes ces virus de chauve-souris. Et Peter Daszak, lui, il était aussi proche aux États-Unis de Ralph Baric, qui est le pape un peu des coronavirus de synthèse, des travaux de gaz-fonction là-dessus. Et donc, il a mis aussi un peu les deux en contact. Et ils avaient des projets ensemble. Et notamment, il y avait un projet que Peter Daszak s'était bien gardé de dire qu'il avait, quand il allait dire que c'était complètement aberrant, que c'était une théorie du complot, de penser qu'un virus travaillait soit sorti d'un laboratoire. Alors qu'en fait, il avait un projet qui s'appelait le projet Diffuse, avec justement Ralph Baric et Zheng Liqi et le laboratoire de Wuhan, qui en fait prévoyait d'aller chercher un virus dans la nature qui est un site de clivage à la furine. Il cherchait ça parce que c'était quelque chose qui pouvait représenter un virus dangereux. Et il disait que si on ne le trouve pas, on en mettra un, on en insérera un pour voir ce que ça fait. Et il se trouve que le SARS-CoV-2 a ce site de clivage à la furine et il correspond typiquement en fait au virus qu'il cherchait ou qu'il voulait fabriquer. Et donc voilà, ça en a rajouté. Donc c'est pas des preuves que ça a été fait, mais en tout cas c'est des éléments qui montrent que c'est un sujet qui est très légitime et qui devrait être investigué, qui aurait dû mieux l'être et qui a été longtemps discrédité et c'est toujours pas aujourd'hui un sujet qui est traité de manière sereine, on va dire. Et pourquoi faisait-il ces recherches sur les gains de fonction? À quel but? Parce qu'on a parlé beaucoup dans certains milieux, on parlait d'armes biologiques. Ouais, non, mais ça c'est beaucoup de extrapolation, de fantasmes. Je sais pas, j'ai lu un passage du livre de Robert Kennedy qui est là-dessus, sur l'arme biologique. Franchement, moi je vois rien de convaincant. Il n'y a pas d'éléments tangibles? Non, il n'y a rien de tangible. Tout ce qui parle de Ralph Baric, tout ça, c'est très monté des choses en épingle, mais il n'y a pas de... Moi, je sais que j'avais fait mon étude sur les gens qui connaissaient les armes biologiques. Ça ne correspond pas. Le SARS-CoV-2, ça ne correspond pas du tout à une arme biologique. Déjà, une arme biologique, si vous voulez faire ça, il faut que vous ayez une antidote. Et un virus comme ça, extrêmement contagieux, qui va attraper tout le monde, même si dès qu'on avait des vaccins, les vaccins ne sont pas forcément... on en reparlera. Le mirobolant. Et puis, en tout cas, voilà, ça ne correspondait pas. Il n'y a pas grand-chose qui laisse penser à une arme biologique. Par contre, ce qu'il faisait, et ça, ce qui était officiel, c'est qu'en fait, il cherchait à anticiper. En fait, il y a un côté, certains pourraient dire apprenti sorcier, c'est d'anticiper la nature. De anticiper les prochaines pandémies et donc de trouver
quel serait le virus qui arrive, quel serait le virus qui serait vraiment dangereux, qui peut faire des dégâts, qui va être très infectieux. Et une fois qu'on a trouvé ce virus, de faire des vaccins. Donc en fait, l'idée, c'était de faire des vaccins, du virus qui pourrait venir. Et d'ailleurs, il y avait même l'idée, que je ne sais pas si elle est aujourd'hui exclue, mais c'est que même que le SARS-CoV-2 était un vaccin en work in progress, que c'était un travail sur un vaccin qui n'était pas terminé, un vaccin atténué, vivant atténué, ça pourrait être le cas, ça pourrait ressembler à ce genre de travail. Luc Montagnier en parlait d'ailleurs. Luc Montagnier, lui, disait qu'il pensait que c'était un vaccin contre le sida. Et alors, il avait ce truc de dire que voilà, il y avait ce qu'il avait vu 4 petits bouts de séquence qui ressemblaient, enfin qui étaient identiques à un virus du sida. C'était aussi, moi je pense que notamment j'avais contacté personne qui travaillait, Pérez, qui est très compliqué, Pérez qui est impossible à interroger. En fait, il répond jamais aux questions et qui c'était pas très, il était très affirmatif, Montagnier, alors qu'en fait, non. D'ailleurs, Étienne de Crowley et d'autres chercheurs ont montré que les morceaux qui étaient des morceaux du VIH. Exactement les mêmes étaient trouvés dans des virus des coronavirus. Donc on pouvait les trouver dans la nature, c'était des tout petits morceaux. Donc il n'y avait rien de décisif qui montrait. Mais c'est vrai que Luc Montagnier parlait et ça c'était peut-être pas. Ouais, en fait, lui il pensait que c'était pour il créait un vaccin sur le sida. Donc ça, c'est toujours pas exclu comme hypothèse. Bon, le vaccin sur le sida, à mon avis, c'est aussi à peu près. Non, mais sur un vaccin, mais un vaccin, par contre, c'est le laboratoire de Wuhan travaillait sur un vaccin. Il cherchait à faire un vaccin qui s'appelait le Pankov, qui est le vaccin. C'est un peu le Graal du vaccin coronavirus. Comme il y en a qui cherchent le Pangrippe, c'est un vaccin qui soit valable pour toutes les souches, pour tous les variants. Et c'est un peu le rêve qu'on cherche pour la grippe, mais un rêve qui est un peu vain, notamment Simon Weinhobson me disait, qui est un virologue de Pasteur, c'est vraiment quelque chose de sorte de mythe et qui est un alibi aussi, pour pouvoir faire des recherches dangereuses, parce que pour dire on va trouver le vaccin qui va sauver toutes les grippes, du coup on va créer des grippes dangereuses, et c'est ce qui avait été fait avec au début des années 2010, avec un Hollandais qui s'appelait Ron Fouchier et un Américain au nom japonais, dont le nom m'échappe, mais qui avait au même moment fait des gains de fonction sur un virus de grippe aviaire qu'ils avaient rendu très infectieux et qui était un virus très mortel. Et là, ça avait été vu comme, oui, on a créé un virus qui peut faire une catastrophe. Et c'est ça qui avait lancé une polémique sur justement la pertinence de faire ces expériences. Et qui avait conduit, après qu'il y ait aussi des accidents un peu, mais pas sur des gains de fonction, mais sur des accidents de laboratoire, Obama a décrété un moratoire qui a été entre 2014 et 2017 pour empêcher que ces recherches soient financées aux États-Unis. Et en même temps, du coup, c'est ce qui a un peu développé la coopération américano-chinoise, parce que pendant ce temps-là, Raj Barik notamment et Zheng Liqi ont fait des gains de fonction et ont publié même en Chine. Et ça a été un peu, oui, il a peut-être déjà peu travaillé avant, mais ça a été un moment important pour renforcer la collaboration sur ces travaux-là, quoi. Et aujourd'hui, alors le livre est sorti en 2021, et aujourd'hui, voilà, 3 ans après, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux venant à l'appui de cette hypothèse, donc de la fuite de laboratoire ? Des éléments nouveaux matériels. Ce qui est tombé depuis mon livre, c'est cette découverte du projet Diffuse, où on s'est rendu compte que voilà, il y avait un projet qui était qui avait été demandé au DARPA, à l'agence de la recherche américaine militaire. C'est pas pour ça que c'est pour faire une arme, mais ils peuvent financer aussi des choses. Et il y a aussi une idée de militaire, c'était de faire justement des vaccins, parce que la biodéfense, c'était d'abord en fait de faire des vaccins pour les militaires qui vont sur des opérations, dans des théâtres d'opération où ils peuvent attraper des trucs. Donc c'est ça aussi, c'est pas forcément une arme, c'est de faire des vaccins, c'est pour aussi se protéger contre d'éventuels, y compris pour des militaires. Mais en tout cas, ils avaient proposé ce truc qui n'a pas été accepté. Mais c'est pas parce qu'un projet n'a pas été accepté qu'il n'est pas fait dans d'autres conditions, et du coup, mais qui était un projet qui en fait était typiquement qui cherchait exactement le virus qu'on a trouvé. Donc ça a amené des éléments à faire croire que ça pouvait être ça. Après,
on n'explique toujours pas le virus, on n'explique pas comment il est fait. Mais l'autre hypothèse est aussi toujours crédible. C'est pas exclu que ce soit un virus soit venu naturellement. Et dernièrement, alors on a découvert sur le marché qu'il y avait des virus. Mais ce que je remarque, c'est que quand il y a un point qui va un peu en avance pour la théorie naturelle, c'est très relié, et notamment en France. On a vu ce dernier papier là qui est sorti, qui en fait apporte à peu près rien hein, de nouveau, mais vous pouvez avoir des articles, là, ça y est, l'hypothèse naturelle est confirmée, tout ça, ça y est, c'est une grande découverte. Alors que quand vous avez des choses comme diffuses, ou qu'on voit plein de manipulations qui ont pu être faites, et des choses pour discréditer en fait cette hypothèse, et que ça sort, et notamment tout ce qui sort aux États-Unis, c'est assez marrant parce que aux États-Unis, il y a des débats au Congrès, il y a des commissions d'enquête qui font du bruit, quoi. Et ça, c'est marrant parce que c'est jamais relayé en France. À peu près jamais, quoi. Il y a Jeffrey Sachs qui en a parlé. Jeffrey Sachs, il a beaucoup retourné parce que lui, il était. Parce que lui, c'est quelqu'un de très crédible. Voilà, puis Jeffrey Sachs, justement, lui, il a été un peu. Il a estimé s'être fait abuser par Peter Daszak, parce que Jeffrey Sachs, il était le responsable de toute la commission Covid-19 au Lancet, et il avait confié la task force origine du virus à Daszak. Et donc, il avait cru, Daszak, qui disait non, c'est une théorie du complot, de dire que... Et quand le projet Diffuse est sorti, ça c'était un peu après mon bouquin, il a été... mais il a eu l'impression de s'être fait rouler dans la farine, en fait. Et du coup, il s'est impliqué là-dedans, et il est devenu très partisan des défenseurs de l'hypothèse du laboratoire, lui, je pense qu'il la croit, il croit à ça. Et donc, il a amené, si aux États-Unis, il a contribué à crédibiliser un peu ça, parce que c'était une référence. Il y a eu une enquête républicaine aussi, non? Oui, c'est ce que je disais, c'est au Congrès, donc c'est ça qui fait que c'est assez... ça fait les gros titres aux États-Unis. Après, le souci aussi avec une enquête au Congrès, c'est qu'il y a la politique qui rentre là-dedans, donc ça peut être aussi les républicains contre les démocrates. Mais il y a quand même une commission d'enquête qui est bipartisane, et qui fait que vous avez par exemple Daszak, il a été auditionné, vous avez l'équipe de Christian Andersen qui a été auditionnée pour leur demander pourquoi vous avez changé d'avis comme ça. Et Anthony Fauci qui a été auditionné, donc là-bas c'est beaucoup plus sur la place publique, quoi. Et notamment, surtout, parce que tout ce qui tourne autour du Congrès, c'est beaucoup quand même comment est-ce qu'on a mis de côté la piste du laboratoire, quoi. Alors, on parlait de vaccins, ça fait peut-être la transition avec la thématique de la vaccination dans le cadre du Covid, qui est effectivement une partie importante de votre livre sur l'obscurantisme, cette fois, donc le dernier. Et alors, effectivement, ce que vous pointez du doigt, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui encore de discuter de la vaccination Covid sans passer pour un anti-vax. Comment vous l'expliquez, ça? C'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible, hein, et qui permet difficilement d'être abordé, en fait, parce que c'est soit vous êtes pro-vax, soit vous êtes anti-vax. Et dans mon livre, je mets en avant notamment quelque chose qui est vraiment symptomatique, en fait, de ça. C'est un manuscrit qui a été fait par le professeur Romain Gérardi, qui est la personne qui a mis en lumière la problématique que pourraient poser les adjuvants l'aluminium comme adjuvant dans les vaccins, parce qu'il avait trouvé à la fin des années 90 d'abord une maladie sur des patients. Il a trouvé qu'ils avaient ce qu'ils appelaient la myofasciite à macrophages, et donc il a trouvé ça sur des patients. Lui, il était plutôt sur les syndromes neuromusculaires, donc c'est pas quelqu'un qui travaillait sur les vaccins, mais il avait des patients qui étaient dans une sorte de fatigue chronique. Et il a vu qu'ils avaient un problème au niveau des macrophages, et donc il a trouvé cette maladie qu'il a découverte et qu'il a publiée dans le Lancet, et qui lui a valu la reconnaissance mondiale d'avoir découvert une nouvelle maladie. Et c'était vraiment... il était salué par la communauté scientifique et médicale. Et puis, il a découvert, quelques mois après,
qu'en fait, dans les macrophages qui posaient problème pour la myofasciite à macrophage, eh ben, il a trouvé de l'aluminium en quantité conséquente. Et donc, il s'est demandé d'où venait cet aluminium. Et il a émis la possibilité que ça vienne des adjuvants des vaccins. Et dès lors qu'il a dit ça, là, la grande découverte, elle était beaucoup moins appréciable. Et il a plutôt eu des bâtons dans les roues pour mener des recherches, parce qu'il a essayé d'expérimenter, de voir si c'était le cas. Et au lieu de l'aider à voir ce qu'il en était, on a plutôt mis des bâtons dans les roues. Il a eu beaucoup de problèmes de financement. Il a notamment, parce qu'il avait une association de malades qui était créée, donc il a eu une fois des financements parce qu'il y avait des malades qui faisaient la grève de la faim devant le ministère de la Santé. Il a eu des financements qui lui ont permis d'abord de voir qu'il risquait d'avoir une prédisposition génétique chez les personnes qui avaient ça, qui avaient peut-être une prédisposition génétique. Et il a vu aussi qu'en fait, c'est un peu aussi, il l'avait d'ailleurs fait avant ça, sa grande découverte, c'est de voir qu'en fait, on pensait que l'aluminium s'éliminait rapidement, un peu comme avec l'ARN des vaccins, que l'aluminium s'éliminait rapidement et restait dans la zone d'injection et s'éliminait rapidement. Et en fait, lui, non, il a vu qu'en fait, l'aluminium peut ne pas s'éliminer rapidement et peut rentrer dans les cellules immunitaires et migrer. Et il a vu que chez les souris, ça peut migrer jusqu'au cerveau. Et il a vu que ça pouvait avoir un potentiel toxique. Donc en fait, suite au financement qu'il a vu suite à cette grève de la faim, il avait trouvé les premiers signes qu'il y aurait peut-être une prédisposition génétique et que c'était toxique chez la souris parce que l'aluminium pouvait muter jusqu'au cerveau. Donc théoriquement, il avait trouvé ce qu'il devait chercher. Il aurait dû avoir lancé des recherches suivantes, et notamment une recherche épidémiologique, une grande étude épidémiologique pour voir si les gens qui avaient pris des vaccins avec des adjuvants immuniques avaient été plus malades de cette fatigue chronique liée à la myofasciite à macrophage. Mais non, il a rien dû. On n'a pas été plus loin. Parce que là, il y a eu des pressions des entreprises pharmaceutiques qui... je ne sais même pas si c'est des pressions des entreprises pharmaceutiques, mais c'est surtout là, c'était la recherche publique. Donc, on n'a pas voulu. Et en gros, on a dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et il y a eu... moi, c'est ça qui m'a d'ailleurs fait un peu connaître Romain Gérardi. Je ne sais pas si je le connaissais peut-être déjà un peu avant, mais si, je crois que je le connaissais avant. Mais vu l'importance qu'il pouvait avoir, c'était au moment, en 2016, il y a eu une concertation citoyenne sur la vaccination. Et parce que, il y avait Marisol Touraine qui avait dit 6 mois ou un an plus tôt, la vaccination, ça ne se discute pas, et qui avait balayé ça. Et puis, en fait, ça avait fait un peu tollé, parce que c'était quand même... c'est bien un peu ce qui se fait, mais le dire aussi de façon aussi cash, ça avait amené... à mettre un peu d'eau dans son vin et surtout à faire croire qu'il en allait en discuter, quoi. Mais donc c'était dans le cadre des questions sur les adjuvants à l'aluminium? Non, pas vraiment. Mais c'était c'était une des questions principales qui se posaient en France, les adjuvants aluminium, avec l'aluminium. Mais Marisol Touraine avait dit notamment, oh non, c'est l'unanimité des chercheurs sont pour, il n'y a aucun problème et tout ça, ce qui était complètement faux. Mais donc ils ont fait cette concertation avec des jurys citoyens. Et il y avait 2 jurys, qui étaient un jury de citoyens, on va dire lambda, et un jury de citoyens qui étaient des professionnels de la santé. Et ces deux, et moi j'avais assisté à ces états généraux, non, c'était pas les états généraux, comment c'était, les concertations citoyennes. Et j'y avais assisté, et j'avais rencontré des jurys. Et ces jurys, il y avait plusieurs sessions, où on leur présentait des experts pour qu'ils se fassent un avis. Et après la première session, ils ont réclamé Romain Gérardi, parce que il y avait quelqu'un de l'association des malades de myofasciite à macrophage qui était venu parler. Et donc les jurys ont dit ça a l'air d'être un sujet important, donc on voudrait avoir un débat avec Gérardi et quelqu'un d'autre. Et Gérardi donc est venu à la session suivante, il a exposé ses idées. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit que il pensait que c'était pas important et tout ça. Mais les jurys en ont conclu que il faut pousser les recherches là-dessus. Et donc la recommandation, c'était à chacun des jurys, c'était oui, il faut investir, lancer des recherches pour vérifier ce que Romain Gérardi a dit est vrai, qu'on vérifie les effets à moyen et long terme des adjuvants aluminiques.
Et donc, c'était très clair, quoi. Et en fait, je sais plus quel était le terme exact, du comité décisionnel, on va dire, de cette concertation, qui était présidée par Alain Fischer, a en fait complètement zappé les demandes des jurys, quoi, sur cette question de l'aluminium, et a dit qu'en fait, voilà, c'était pas, il n'y avait pas à remettre en cause la vaccination pour un risque qui était pas du tout avéré, et surtout que la littérature ne montrait pas de problème. Mais ce qui est facile, parce que vu qu'on ne fait pas les recherches, la littérature ne risque pas de montrer le problème. Donc c'est un peu, mais il s'appuyait là-dessus. Et donc, moi, j'avais vu à ce moment-là qu'il y avait une forme justement d'obscurantisme au pouvoir, de refuser, de chercher ça, et avec en plus un côté un peu mascarade qui avait vraiment choqué je les cite d'ailleurs. C'est la première fois. J'avais pas pu le publier dans la presse. J'avais essayé de parler de ça. Je ne m'avais trouvé nulle part où le publier à l'époque. Mais j'avais gardé ces témoignages des jurys qui étaient choqués en fait d'avoir. On dit on va faire une concertation citoyenne, on demande votre avis, et en fait l'avis, si c'est pas celui d'Alain Fischer et de la pensée dominante, et ben on s'assoit dessus. Parce que vous parlez même d'apôtres de l'église de vaccinologie dans le livre. Ouais, bah ça c'est un peu. Alors c'est un petit peu une phrase choc, mais en tout cas, disons qu'il y a ce côté doxa Mais il y a un côté, oui, presque religieux, et ça c'est aussi. Alors, on va revenir sur Gérardi parce que c'est lui qui justement est un beau symbole, et finalement, au final, un symbole qui finalement, il y a peut-être une touche positive. Mais parce qu'en fait, il a fait un premier livre où il raconte son histoire sur l'aluminium, et voilà, qui s'appelle Toxic Story, comment des 2-3 vérités un peu embarrassantes sur les vaccins. Et dernièrement, et après il a poussé, parce qu'en fait ce qu'il s'est rendu compte, c'est que on ne cherchait pas les effets secondaires à long terme, à moyen terme. L'aluminium, parce que ça prend du temps. Les malades là, qui avaient cette myofascite à macrophage avec des syndromes de fatigue chronique, ça arrivait entre 6 mois et 1 an. Après la dose, après avoir eu une 5e dose. Une 5e dose. Et ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont eu ça après la campagne de vaccination sur l'hépatite B, où toute la France a été vaccinée. Et il y avait 3 doses de vaccins adjuvantés. Donc c'est ce qui fait, c'est ce que Gérardi il explique que c'est pour ça qu'en fait ce truc a émergé après la campagne de vaccination sur l'hépatite B, parce que sinon il n'y en avait pas forcément tant que ça, puis c'était des vaccins qui remontaient à longtemps. Donc là voilà, ces 3 doses d'un coup, ça a été un peu ça a pu être la goutte d'eau qui fait la myofascite. Mais j'en perds le fil. En tout cas, il a vu que oui, qu'il y avait un problème d'effets secondaires qui n'étaient pas recherchés. Et en fait, il s'est mis à investiguer un peu ça au niveau scientifique, en scrutant toute la littérature. Et ce qui a fait l'objet d'un 2e livre qu'il devait publier, où en fait il dressait un bilan assez catastrophique, dit-il, de la sécurité des vaccins, des travaux qui sont faits sur la sécurité. Et en investiguant, il s'est rendu compte que voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faites, on ne cherchait pas mal d'effets. Déjà, tout ce qui est à long terme, on cherche quasiment rien. Donc tout ce qui est cancer, tout ce qui est... Et il y avait aussi voilà, les questions sur la mutagénèse, la cancérogénèse, ça c'est pas recherché. Et puis après, il y a aussi toute plein de failles de sécurité qui détaillent en fait dans ce livre. Mais qui sont faites pour les médicaments entre guillemets traditionnels, mais pas pour les vaccins. Il y en a moins. Il y a des choses qui sont, il y a notamment la génotoxicité, et les choses aussi, l'effet sur le cancer. Ça, c'est pas cherché pour les vaccins. Il a découvert ça en fait parce que c'est assez peu dit. Et donc, en fouinant ça, il a découvert qu'en fait, les vaccins étaient en gros les médicaments les moins surveillés. Et il devait en faire un 2e livre avec une philosophe, justement, et c'est là qu'il peut y avoir le côté un peu religion, parce qu'elle amène justement le côté, la sacralisation de ce vaccin qui incarne un peu une religion du progrès, de la science. De la lutte contre les microbes et les virus. La lutte contre les microbes. Là, c'est la victoire, en fait, de la science et du progrès. Et du coup, ce qui fait que quelque chose de sacré, dès que vous allez le mettre un petit peu, il peut y avoir un effet indésirable. Et dès que vous allez avoir un bémol ou quelque chose même qui est une question seulement, c'est tout de suite très mal vu. Et Gérardi donc a fait ce bouquin avec la philosophe Angélique Delray, je crois que c'est. Je crois que c'est ça, ouais. Et aussi un journaliste qui s'appelle Roger Langlais.
Et ce livre avait été commandé en fait avant le Covid. Et en fait, le Covid arrive, et donc le Covid met le sujet des vaccins au premier plan, et encore plus sensible sans doute que jamais. Et du coup, l'éditeur lui dit on va attendre un peu, c'est pas la peine de sortir ça maintenant. Mais ce qui est dingue, parce que c'était l'actualité qui allait le mettre en avant, justement, puisque c'était en plein dedans, quoi. Ben ouais, mais ce qui est surtout dingue, c'est que après, ben il a dit non, on va pas le sortir. Et donc, ça, moi, je connais un peu Gérardi, on avait parlé, et il m'avait raconté ça, parce que j'allais l'interroger en fait pour le bouquin. Et du coup, il m'a raconté ça, et il m'a dit, bah oui, c'est de la pure autocensure, l'éditeur, il veut pas le faire parce qu'il trouve que c'est trop touchy aujourd'hui. Et c'est ça où c'est assez, ça pose vraiment un problème au niveau aussi bien du débat scientifique que de la recherche, que même de l'information, hein, parce que en fait, Gérardi, c'est pas du tout un anti-vax. C'est quelqu'un qui, dans son livre, dit qu'il recommande toutes les recommandations vaccinales, il les approuve, même celles contre l'aluminium. Il va dire globalement le bénéfice-risque, il est positif, mais ça n'empêche pas qu'il faudrait aller chercher. Mais en tout cas, il n'est pas du tout à condamner les vaccins, mais tout sauf ça. Et ben quelqu'un comme ça qui amène en même temps, qui amène le débat scientifique et qui pointe une question, et ben il est censuré par son propre éditeur. Parce que le sujet paraît trop sensible et tout ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui en fait, ce qui montre, ce qui est raconté dans leur livre, cette sacralisation, ce côté que on peut pas débattre, machin. C'est même leur éditeur qui leur montre. Et du coup, quand il m'a dit ça, moi j'ai été quand même assez. Et puis alors en plus, il disait, ouais, lui il était un peu dégoûté. Et puis, c'est ce qu'il raconte dans le livre, que en gros il lâche l'affaire parce que il a pris sa retraite déjà, donc ce qui le motivait à la base, ses recherches, c'était de voir des patients, hein, parce que c'était ça qui l'a amené, c'est d'essayer de résoudre le problème des patients. Et donc là, il avait plus de patients, donc il y avait moins cette motivation. Et puis qu'il en avait marre de se faire taper dessus, de se battre, même contre la mauvaise foi. En fait, il dit, on en a marre, je suis lassé de la mauvaise foi. Et une mauvaise foi qui peut être aussi bien chez ceux qui vont dire que circuler aucun problème avec l'aluminium, que d'autres qui vont vous dire l'aluminium c'est terrible, ça tue, ou ça va vous donner le cancer, ou je ne sais quoi. Et qui vont peut-être exagérer. Parce que lui, il dit juste qu'il aimerait qu'on cherche plus loin. Il a même pas dit que ça cause la myofasciite macrophage. Il constate qu'il y a de l'aluminium, et voilà, et il manque de recherche. Mais il extrapole pas sur. Il dit pas qu'il y a des choses avérées, mais par contre beaucoup vont le dire. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec c'est ces deux mondes. Et donc Gérardi en avait marre. Il disait moi j'abandonne la bonne foi, l'obscurantisme de chaque côté. Et puis c'est ce qu'il dit. S'ils veulent partir chacun de leur côté vers l'obscurantisme, je les laisse. Et donc j'ai trouvé que c'était important de raconter cette histoire parce que c'est quand même ça rentre pile dans mon sujet, l'obscurantisme. Et puis de mettre un peu comme des bonnes feuilles, des extraits de ce qu'il y a dans ce livre, notamment tout ce qui est cette question de la sécurité vaccinale qui est moindre et qui est moindre avec les vaccins, la sécurité de tout court. Et voilà, et donc je l'ai mis. Et quand même, bonne nouvelle, parce que tout n'est pas si noir. Dernièrement, l'éditeur est revenu, alors que peut-être la crise Covid passée, voilà, le sujet, et finalement, il devrait sortir finalement l'année prochaine, après avoir été mis au placard pendant plusieurs années. Quel est l'éditeur ? Ça, je ne dirai pas. On découvrira. On découvrira. Mais alors, en parlant des effets secondaires, et pour revenir au Covid peut-être, que sait-on aujourd'hui des effets secondaires des vaccins contre le Covid ? Alors, il y a la myocardite qui a été beaucoup discutée et qui est reconnue aujourd'hui comme telle. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, comme le cancer ou des maladies neurologiques ? Où on en est par rapport à ça, à la connaissance des effets secondaires du vaccin Covid ? On en est. Moi, j'avais fait une longue enquête il y a 2 ans, et j'avais été étonné de voir que c'était la première enquête qui était faite sur ce sujet. Je l'avais fait pour Blast. Et ce que j'avais vu il y a 2 ans, c'était une explosion
des déclarations à la pharmacovigilance par rapport à toutes les autres années, par rapport à tous les autres vaccins. Quand on parle d'explosion, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est de quel stade? Oh, ben, c'est des millions de déclarations. Donc 10 fois plus que d'habitude? Oh oui. Après, vous avez des courbes comme ça. Oui, c'est beaucoup plus que d'habitude. Et après, aucun vaccin n'a dû être donné plus que le vaccin Covid. Hein. C'est une campagne de vaccination mondiale sans précédent. Après, alors, il y a eu, donc du coup, mais les déclarations, ce ne sont pas des faits avérés, ce ne sont pas des effets avérés. Donc là aussi, il y a eu beaucoup d'interprétations. Et c'est un des gros problèmes de cet obscurantisme, on va dire. Et ce qui fait que vous allez avoir d'un côté des gens qui vont vous dire: ah bah oui, il n'y a pas de... C'est pas prouvé, il n'y a pas de lien de causalité. C'est pas parce que quelqu'un développe une myocardite après avoir été vacciné que c'est dû... on peut développer une myocardite sans être vacciné. Donc ça, c'est le côté, voilà, il n'y a pas de lien de causalité. Donc en fait, tout ça, c'est pas important. Puis de l'autre côté, vous avez ceux qui vont vous dire: bah oui, regardez, il y a énormément de déclarations. Et en plus, les déclarations, c'est 5%, 10%, voire 1% qui est déclaré des effets secondaires, donc des effets indésirables. Donc en fait, c'est encore beaucoup plus. Oui, parce que la pharmacovigilance, de manière générale, est bien moindre que les effets, puisqu'il faut tout un processus pour pouvoir déclarer le cas. Enfin, c'est pas tant c'est que les gens ne le font pas forcément. C'est ça. Et puis, et c'est vrai qu'il y a des études qui montraient que voilà, vous aviez à peu près 5%, je dis c'est entre 1 et 10, mais on va dire 5, pour des effets indésirables qui sont déclarés. Et donc, vous avez les gens qui vont dénoncer les vaccins, et ça, qui vont toujours avoir, ah bah voilà, 20%, donc on va multiplier par 20 les chiffres de déclaration de vigilance qui sont déjà énormes, et voilà, on va avoir 20 millions de morts, ou je sais pas quoi, ou des chiffres. Alors qu'en fait, il faut relativiser tout ça, parce que moi, par exemple, Bernard Bégaud, qui est un des experts que j'interroge pas mal dans toutes les questions de santé, lui, il est une personne qui a fait ce papier, c'est une des figures de la pharmacovigilance, et il a fait un papier de référence justement qui parle de ces 5%, qu'en fait il n'y a que 5%, mais il explique qu'en fait ça n'a rien à voir avec les vaccins Covid, parce que ce sont 5%, ça concerne plutôt des vieux médicaments, des médicaments qui sont peu connus, dont on ne parle pas, donc c'est comparer ce 5% avec le vaccin Covid qui a fait tout un pataquès avec... vaccin Covid, vous avez aussi des militants anti-vaccins, ça existe, hein, donc vous pouvez avoir aussi des déclarations de militants. Moi, j'avais interrogé pas mal une vingtaine de personnes qui avaient eu des effets indésirables ou qui se déclaraient comme tels. Et moi, je pense qu'il y avait part qu'il y avait quelque chose aussi de psychosomatique, et ça existe, et donc c'est pas pour ça qu'ils sont tous comme ça, pas du tout, mais des gens qui allaient se faire vacciner en pleurant, en étant terrifiés avant même, et qui après, voilà, ça existe ce genre de choses. Donc voilà, il peut y avoir, donc c'est difficile. Moi je pense qu'on peut pas tirer de dés avec la pharmacovigilance, donne pas elle peut dire qu'il y a un phénomène sans précédent d'effet qui peut s'expliquer par des effets, par le phénomène du Covid qui rend un peu tout le monde fou. Après, il y a des effets qui sont avérés. Hein. Vous avez dit la myocardite, il y a la péricardite, pas la péricardite aussi. Il y avait, pour l'AstraZeneca, on a trouvé les thromboses. Et après, il y a quand même aussi, moi j'avais déjà vu, quand j'ai fait mon enquête, il y a 2 ans, il y avait une centaine de signaux qui avaient été émis par la pharmacovigilance française. Donc c'était. C'est-à-dire, ça c'est intéressant. Eh ben, c'est des signaux, il y a un signal d'alerte. Vous avez justement toutes ces déclarations qui sont faites. Et ben, en fonction de ces déclarations, vous avez les équipes de la pharmacovigilance qui regardent s'il y en a qui se répètent, voilà, quand ils pensent que ça se répète, ils font leur analyse. Et il y a peut-être un signal d'alerte. Et ça, des signaux d'alerte, il y en a eu beaucoup plus que la myocardite. Et je vous dis, il y en avait presque une centaine. En gros, il y en avait entre 20 et 30 par vaccin, parce que c'est une centaine sur les différents vaccins, ça en fait 4 ou 5. Mais vous aviez, je sais pas, le Pfizer, le Moderna ou l'AstraZeneca, vous aviez à chaque fois entre 20 et 30 signaux. Alors, c'est des signaux potentiels.
Et après, c'est ça aussi qui est... Quand un signal potentiel est émis, en fait, la pharmacovigilance française, elle a quand même assez bien travaillé parce qu'elle a émis tous ces signaux. Hein, elle n'a pas dit circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Après, c'est le process. C'est ce que m'expliquait d'ailleurs la responsable du réseau pharmacovigilance. Ils émettent les signaux. Après, ça relève plus d'eux. Après, et ça devient un peu plus presque politique, en fait, parce que ça passe par les agences. Et là, vous avez l'agence du médicament française. Et après, au-dessus, l'agence du médicament européen. Qui sont effectivement avec des liens d'intérêt et des conflits. Avec qui eux font plutôt du genre à freiner des quatre fers. Et en même temps, pour que ça soit marqué sur la notice du médicament, c'est l'EMA qui fait ça, quoi. Et donc, elle me montrait, par exemple, l'EMA a refusé pendant très longtemps les règles. Les problèmes de règles qui avaient été repérés par la pharmacovigilance française très vite. Et ça a été freiné des quatre fers, jusqu'à ce que ça devienne un peu évident. Mais même quand ça a été devenu un peu trop évident, on a réduit un peu parce que c'était juste des règles trop abondantes, alors qu'il y avait aussi des absences de règles. Et voilà, il y avait différents symptômes, ils ont gardé que le plus... Et comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est de la corruption, des conflits d'intérêts? Alors, il a été beaucoup dit qu'effectivement, ces agences de régulation ont des liens d'intérêt avec les entreprises pharmaceutiques. Est-ce que vous avez des exemples de ça qui pourraient expliquer, justement C'est plus je dirais... plutôt que de la corruption, moi je révèle pas que telle personne a pris une mallette, mais il y a plus une sorte de système où l'industrie pharmaceutique est maître du jeu, hein, de l'évaluation des médicaments, et donc les agences elles suivent un peu. Parce que de toute façon, c'est pas elles qui les font, l'évaluation. Donc le problème, c'est ce que dit dans le livre Bruno Falissard, qui est professeur de l'Académie de médecine, et qui travaille, qui est un psychiatre aussi, pédopsychiatre, qui travaille avec des laboratoires, notamment. Il a travaillé sur des antidépresseurs, des médicaments psychiatriques, quoi. Et donc, il n'est pas anti du tout industrie. Mais il dit, mais il y a une évidence qu'on ne veut pas voir, c'est qu'en fait, c'est pas normal que ce soit celui qui vend le médicament qui l'évalue aussi. Parce qu'il peut forcément être tenté de l'évaluer d'une façon qui va l'arranger pour que ce médicament ait les meilleurs résultats, qu'il soit plus prescrit. Mais c'est qu'il va de toute façon l'arranger, puisqu'il doit le mettre sur le marché pour vendre. Il cherche ça, donc il va chercher, et c'est pas normal. Il dit c'est une évidence que ça ne devrait pas être celui qui vend le médicament qui l'évalue. Et il dit quand on en parle avec les laboratoires en privé, voilà, ils reconnaissent, ils disent ouais, c'est sûr. Mais en fait, dans les faits, on a abandonné en fait cette compétence en fait à l'industrie pharmaceutique, et du coup c'est elle qui a la main sur c'est pas 100%, mais c'est structurellement l'immense majorité des essais qui vont faire qu'un médicament est mis sur le marché, c'est eux qui vont le financer, notamment les effets de phase 3 qui sont les effets décisifs qui lui permettent de le mettre sur le marché. Et ça c'est... On peut appeler ça, je ne sais pas si c'est de la corruption, ça peut être une corruption un peu systémique. En fait, c'est plus une endogamie, c'est genre... Parce que le médecin danois Peter Gøtzsche, notamment écrit un livre... Lui, c'est la mafia, il parle des crimes organisés. Après, oui, parce qu'il peut y avoir... Gøtzsche, il va fort, mais en même temps, c'est très étayé, tout ce qu'il dit. Et parce qu'il y a des morts camouflés, parce qu'il peut y avoir des morts d'effets secondaires qu'on ne va pas mettre en avant, il peut y avoir, de l'argent acheté, la corruption, ça existe aussi. Hein. Et même une sorte de déni pour mettre en avant des effets secondaires qui existent, qui sont constatés, ou peut-être qu'eux-mêmes constatent, mais ne veulent pas les minimiser au maximum. C'est dans Jolivet, en gros, toujours le produit, hein. Donc c'est ça, c'est d'enjoliver le produit, de le rendre le plus attractif possible pour les médecins qui vont les prescrire et les patients qui vont les prendre, et quitte à ne pas être dans l'intérêt Mais après, à la limite, c'est ça le problème, c'est le contrôle. Que ces gens, ils veulent gagner de l'argent, pourquoi pas, c'est leur business. Mais le problème, c'est qu'ils sont un peu en roue libre sur... je montre
C'est surtout Yvan Pourmire, qui est un jeune et brillant oncologue, qui le montre dans une des lettres d'information là, que j'ai fait cette année là, sur la cancérologie, là, sur ma lettre Raison sensible, où il montre comment, en fait, notamment sur l'immunothérapie, sur les nouveaux traitements d'immunothérapie, qui sont des traitements extrêmement chers et qui peuvent s'avérer très inefficaces. Et ben là, en fait, on a complètement laissé la main sur l'évaluation à l'industrie, et y compris même là, parce que normalement, c'est voilà, la médecine validée par les preuves, il faut avoir des essais de phase 3 avec des preuves d'efficacité, tout ça. Ben là, on zappe même ça, parce que, en fait, avec l'idée d'urgence, l'idée que le cancer, c'est une maladie dont on meurt, donc il faut essayer de donner aux patients le plus vite possible les meilleurs traitements et tout ça. Donc on va avoir des essais, genre même pas de phase 3, mais qui vont montrer que voilà, le médicament, il peut avoir un effet sur la taille de la tumeur, ou mais même pas sur la survie. Donc il n'y a aucune preuve de survie sur le... Et on met des médicaments en procédure accélérée, sans avoir validé leur efficacité. Enfin, on voit juste qu'elles peuvent avoir une efficacité, mais oui, assez technique sur le problème de la tumeur, ça, mais pas au niveau de ce qui intéresse en fait le patient, c'est ce qui va avoir une meilleure survie, en bonne santé, en meilleur état. Et qu'en plus, on met ces produits avec les doses qu'a fixé le laboratoire. Et c'est-à-dire que, par exemple, on va dire, voilà, il prend une perfusion tous les 15 jours ou tous les mois pendant 1 an, alors qu'en fait, on aurait pu tester et que ça se trouve, 2 fois, ça suffisait. Mais comme c'est uniquement le laboratoire qui va fixer les protocoles, qui va fixer les doses, la durée du traitement, on lui demande rien, eh ben, il va avoir tendance à faire que ce soit le plus long, avec le plus de doses, pour gagner le plus de fric. Et ça, c'est un abandon complet, et il montre que ça pourrait tout à fait être repris en main par des autorités publiques, et ça devrait l'être, il devrait y avoir des essais, même si c'est comment dirais-je, le laboratoire qui paye l'essai et tout ça, mais il faudrait lui fixer les règles, les objectifs, de lui imposer, par exemple, de tester le truc tous les 15 jours pendant 1 an, mais aussi de tester, de le prendre que 3 fois pour voir si ça marche aussi bien, parce qu'il peut y avoir, ça coûte moins cher, et en plus, il y a moins d'effets secondaires. Donc, mais aujourd'hui, il montre vraiment de manière assez lumineuse et atterrante des labos en roue libre sur une maladie qui est la maladie peut-être la plus grave, le cancer, et qui est impactant énorme, parce qu'en plus ce sont des médicaments là, qui du coup n'ont pas fait leurs preuves, mais sont vendus une fortune, et au bout de 4-5 ans, on réévalue, finalement, il n'était pas terrible. Et c'est la majorité des anticancéreux, hein, donc c'est pas quelque chose de marginal. Hein. C'est comme si la population était un peu utilisée comme cobaye pour continuer ces tests, qui sont que en phase 2 ou je ne sais pas. Mais... cobaye, après, je sais pas, parce que vous voyez, dans l'entretien, il y a Bernard Bégaud, il dit pourquoi pas. Moi, vu que quand vous avez un cancer du pancréas incurable, à la limite que vous soyez cobaye, pourquoi pas. Parce que de toute façon, vous allez mourir. Si vous êtes dans un cas désespéré, c'est pas très grave à la limite d'être cobaye. Il faut tester quelque chose. Par contre, c'est la façon de le faire. La façon de le faire, et de peut-être pas le donner, et quand vous le donnez, de le faire dans des conditions qui soient, qu'on puisse connaître vraiment l'efficacité du vaccin. Pour qui? Parce qu'il y a aussi la tendance à avoir, par exemple, l'immunothérapie, c'est des médicaments qui peuvent être très efficaces pour certaines personnes et pas du tout pour les plupart. Donc on va mettre en avant, il y en a qui ça marche super bien, et du coup on va le donner à tout le monde. Donc c'est aussi ce genre de truc. Tout est dans l'intérêt. En fait, il montre que tout est toujours un peu dans l'intérêt du laboratoire, qui va vendre le plus possible, le plus cher, et alors que normalement ça devrait être l'intérêt de la santé publique. Et on va mettre aussi en avant le fait pour dire c'est comme ça, mais de toute façon ça coûte tellement cher ces essais cliniques, parce que c'est eux qui peuvent les faire, parce qu'il y a une sorte de coût, c'est ce que Falissa rappelle, le ticket d'entrée. Et vous avez parfois des essais de phase 3 qui peuvent coûter 200 millions d'euros. Donc en fait, c'est une fortune. Et on va dire, il n'y a que l'industrie qui peut le payer. Mais sauf que
Sauf qu'au final, ceux qui payent les médicaments, c'est la sécurité sociale. Mais Donc c'est de l'argent public. Donc il pourrait imposer ces règles et même, je sais pas, même prendre une taxe pour faire les essais cliniques eux-mêmes avec l'argent des laboratoires qui vont gagner de l'argent. Qui gagnent des milliards sur tous leurs médicaments. Mais moi, j'avais interrogé le représentant du LEM, qui est le syndicat des laboratoires pharmaceutiques en France. Et quand je lui avais dit, parce que ouais, c'est ce qui paraissait une évidence que ceux qui vendent les médicaments ne doivent pas les évaluer, il m'avait dit, ah, non, à chacun son métier. Et j'estimais que c'était aussi son métier de les évaluer que de les vendre, et que c'était presque la chasse gardée, quoi. Mais sachant cela et sachant toutes les condamnations qui ont eu lieu avec les entreprises pharmaceutiques pour les médicaments, le Gardasil, il y a plein d'exemples comme ça, le Mediator, comment expliquer cette confiance qui existe encore envers ces laboratoires? Voilà, on a vu pendant le Covid qui disait que 95% d'efficacité sur le vaccin Covid. Bon, on ne remet pas en question ça. Enfin, comment expliquer cette... Bon, on l'a remis en question. Après, c'était l'efficacité sur ce qui est cherché. Au début, c'était le résultat de l'essai qui n'était pas forcément faux. Il y avait pas mal de choses à dire sur ces essais, mais l'efficacité peut-être à 95% sur les cas asymptomatiques. Voilà, c'était quelque chose de très particulier. Les essais cliniques sur les vaccins, c'était vraiment sur les cas symptomatiques. Donc, ça ne disait rien sur la mortalité, ça ne disait rien sur l'hospitalisation. Sur la transmission. Ça ne disait rien sur la transmission. Donc, 95%, pourquoi pas, mais ce n'était pas pour ça que c'était la panacée, quoi. Mais ça a été vendu comme le remède miracle et ça a été ah bah oui pour tout le monde, quoi. Après, sur les questions de la façon, la perception de Big Pharma, je l'aborde aussi dans le livre avec ce qu'en dit Johnny Ioannidis, qui est un épidémiologiste de renommée mondiale et qui a notamment fait un papier très connu qu'il a rendu célèbre et qui est un des plus cités du monde, je crois, où il avait dit comment la plupart des études scientifiques en fait sont fausses, où il montrait comment marchaient les biais, comment est-ce qu'en fait il pouvait y avoir c'est pas parce qu'on avait un résultat qu'il était valable, quoi, et qu'il y avait beaucoup de cas comme ça dans la littérature scientifique et notamment médicale où fallait pas se fier aux résultats, quoi. Et donc ça voulait dire vérifier davantage, demander des réplications, demander et il disait ça avait quand même fait son effet. Et ce qu'il disait dans un documentaire, c'est que il y a eu justement, lui et d'autres avaient amené depuis les années 2000, il y avait aussi ces scandales, il y avait des scandales, des laboratoires qui avaient été condamnés pour avoir caché des effets secondaires ou des choses, le Mediator, ou aux États-Unis, des affaires encore plus retentissantes au niveau notamment financier. Le Vioxx notamment. Le Vioxx, ouais, ou d'autres. Ou des antidépresseurs aussi qui avaient pu faire des gros scandales. Et donc, il y avait cette idée portée par Ioannidis et d'autres d'aller vérifier, d'être plus sceptique par rapport aux données fournies par Big Pharma, de voir, voilà, on va vérifier, on ne prend pas pour argent comptant. Et donc, c'était une tendance qui était assez dominante et qui faisait qu'il y avait... qui allait dans le bon sens, en fait, hein. Et il dit, le Covid a tout balayé ça. Parce qu'avec le Covid, voilà, c'était devenu... tout ce qui venait de Big Pharma, c'était ce qui allait nous sauver. Il y avait un côté, on a dramatisé tout, et avec le vaccin miraculeux, le Paxlovid miraculeux, et il voit, Ioannidis, un énorme recours en arrière avec tous les progrès justement qui avaient été faits de regard, d'esprit critique un peu sur les données médicales, a été balayé et renvoyé aux accusations de complotistes, d'antivax ou de farfelus ou de je sais pas quoi. Et ça, c'est... ça, c'est de l'obscurantisme. Là aussi, je montre dans le livre, c'est un peu de l'obscurantisme. Mais vous voyez, ce qui symbolise un peu le Covid, c'est que vous allez avoir un mec comme Johnny Ioannidis, il n'est pas écouté, on le voit plus, c'est un expert qui va être genre limite, oh là là, est-ce qu'il ne serait pas anti-vax, lui, Et puis, par contre, vous avez la République qui, avec Public Sénat, va payer Rudi Reichstadt, le président de Conspiracy Watch, pour faire des capsules sur les théories du complot et tout ça. Et il en fait une avec une jeune fille qui lui demande « C'est quoi Big Pharma ?» Et il dit Big Pharma, c'est une théorie du complot. Et donc, ça monte. Voilà, on en arrive à... Je rappelle, parce que c'est quand même pour montrer le changement. Vous aviez quand même en septembre 2020 un documentaire sur Arte
qui n'est pas une chaîne complotiste, qui s'appelait Big Pharma, une industrie toute puissante, quelque chose comme ça. Et donc c'était voilà, ça c'était le symbole de l'évolution dont parlait Ioannidis. Elle se traduisait par un documentaire qui est diffusé en septembre 2020, mais qui a dû être tourné l'année avant, donc avant le Covid. Et puis le Covid arrive, et ben Big Pharma, c'est Rudi Reichstadt qui vous dit c'est une théorie du complot. Et c'est le degré zéro. Et vous avez une personne comme ça qui devient expert et qui est plus écouté que John Ioannidis. Moi, j'avais été aussi amusé, je ne le raconte pas dans le livre, mais de voir que à l'INSERM, une journée de l'INSERM sur la désinformation en santé, c'est Rudi Reichstadt qui est intervenant, mais qu'est-ce qu'il connaît à la santé? Et en fait, c'est navrant, mais vous avez des experts comme ça, et c'est ce que montrait des experts un peu bidons qui se sont imposés pendant le Covid, alors que des références comme Ioannidis étaient mis sous le tapis, parce que ce qu'il disait ne collait pas au discours un peu binaire, primaire qu'il fallait véhiculer, quoi. C'est vrai que votre livre met bien en avant un grand nombre d'experts que je ne connaissais pas personnellement, et donc je pense que c'est très intéressant dans ce cadre-là de mettre en perspective tout ça. Alors peut-être pour revenir sur le vaccin Covid, il y a eu aussi une thématique qui a beaucoup agité, je dirais, la médiasphère au moment de sa sortie, c'est celui de la transcriptase inverse, donc de l'insertion des vaccins Covid dans le génome. Alors vous en avez parlé un peu au début de l'entretien avec les recherches de Miroslav. Est-ce que vous pourriez toucher un mot sur ça et ce qu'on en sait aujourd'hui? Bah oui, ça c'est vraiment le truc qui m'a fait me rapprocher de Miroslav en fait pour ce livre, parce que comme je vous le disais, on avait une éditrice en commun et elle m'avait communiqué un mail qu'il avait ça devait être une lettre de discussion entre plusieurs chercheurs, et où il était donc ça devait être fin 2021, au début de la vaccination Covid. Et donc, il disait son désarroi et presque son désespoir de ne pas avoir de preuves sur est-ce que les vaccins adénovirus et ARN pouvaient ou pas s'intégrer dans le génome des vaccinés. Et il se trouve que Miroslav est un spécialiste de renommée mondiale de l'ADN. Il a trouvé le système de réparation de l'ADN qui s'appelle SOS, qui est une assez grande découverte. Et donc, c'est un grand expert de l'ADN. Et lui, il voyait que on avait, depuis que le vaccin était diffusé, il y avait eu cette question qui était posée, mais qui était uniquement traitée, on va dire, dans les rubriques de fact-checking pour dire c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'arrivera pas. C'est non scientifique de penser que ça peut arriver. Et lui, il disait, mais d'où est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on n'a pas cherché. Donc, on peut pas c'est pas possible de l'affirmer comme ça. Et donc, il s'en plaignait, dans ce mail, il s'en plaignait à des collègues. Et je l'avais été le voir, il en avait parlé de ça, et il m'avait raconté que, oui, il avait essayé d'en parler avec des gens en France. Et puis, on lui dit, non, il faut mieux pas chercher ça, tu vas pas chercher des... c'est un peu ce que j'évoque dans le livre aussi, c'est l'idée de noble mensonge, de pas mal de gens, des médecins, ou des chercheurs, ou des politiques... vont avoir été dans un mentir, mais de façon pour la bonne cause. Par exemple, pas chercher à tergiverser sur est-ce que le vaccin il va avoir des effets secondaires ou pas. Non, on va dire que c'est nickel, on va dire que le confinement ça a bien marché. Pour alimenter un narratif dans une période tendue, tout ça. Donc voilà. Et là, c'était un peu ça. Il fallait pas dire qu'il risquait d'y avoir une intégration, parce qu'une intégration, ça peut amener, c'est ce que disait Miroslav, c'est que ça peut amener des mutations dans le génome qui peuvent toucher des gènes anticancérigènes, et qui, si ce gène il mute, ça peut déclencher un cancer qui va se déclencher au bout de 20 ans. Il disait, c'était pas dramatisé, c'est pas du tout, il parlait pas du tout ce que certains appellent les turbocancers. Non, lui, il parlait plutôt le processus classique. À long terme, quoi. Le processus classique de la cancérigène, quand vous avez la mutation, ça prend en général 20 ans à avoir un cancer. Et donc, il disait, si ça arrive, dans certains cas, pas toujours, mais si ça arrive, c'est utile de savoir, ne serait-ce que pour être dans la prévention de ces cancers qui risquent d'arriver, de les regarder mieux, de savoir, quoi. En fait, c'est la science, hein. Et donc, il n'a pas pu, il pouvait pas le faire en France. Et donc, il a quand même commencé des recherches en Croatie. Et finalement, il a réussi à trouver, avec à la fois un collaborateur en Croatie où il habite, qui lui a procuré des biopsies de personnes qui ont été faites avant ou après la vaccination.
Et il y a une étude, alors j'ai pas de nouvelles là depuis ça fait genre 2 mois que j'ai pas de nouvelles de Miroslav, mais elle n'était pas terminée encore quand j'ai fini le livre, elle n'était pas terminée encore cet été, mais elle avait quand même été bien avancée et il avait pas pour l'instant ils n'avaient rien trouvé. Et donc ça vous dites que c'est la première étude au monde qui a jamais été réalisée sur ça? À ma connaissance. Alors là, je sais que je l'évoque aussi dans le livre, il y a une autre chose qui s'est fait, qui je crois est en cours aussi, c'est par un Américain, mais alors là c'est sur un autre processus de contamination qui viendrait plus par l'ADN, qui est contaminé en fait. Dans les vaccins, on a trouvé, il y a notamment des lots de vaccins où on a trouvé des petits morceaux d'ADN en nombre assez important. Et c'est ça que je crois qu'il y a une étude aujourd'hui en cours aux États-Unis. Et j'en parle dans le livre parce que je ne sais pas où elle en est, mais elle était aussi quand j'ai bouclé le livre. Et ils sont en train de rechercher justement si là, ça serait ces petits bouts d'ADN qui pourraient amener, parce que quand vous avez, justement, vous parliez de transcriptase inverse, si vous avez de l'ARN, il faut qu'il y ait ce processus de transcriptase inverse. Alors, il peut y en avoir en endogène, et c'est ça qui fait que c'est pas exclu que ça puisse arriver avec l'ARN. Mais quand vous avez directement un ADN, le risque est plus important en fait. Et c'est pour ça que donc les adénovirus, rappelle bien que le risque d'intégration, il est plus important avec les adénovirus. Et là, avec ces petits morceaux d'ADN, il pourrait y avoir aussi quelque chose. Et ça, je sais pas où ça en est, mais je crois qu'il y a une étude qui doit se mener actuellement aux États-Unis. Mais sinon, celle pour l'intégration vraiment l'intégration en soi par les vaccins. Et ben, je crois. Moi, j'ai pas entendu d'autres que celle de Miroslav, et qui est limitée parce que peut-être là pour l'instant, il trouvera que c'est pas le cas, donc c'est déjà plutôt rassurant. Mais en même temps, je crois qu'il avait que 50 personnes avec des biopsies, donc c'est un échantillon assez faible. Il a réussi à la faire, mais c'est avec des moyens, on va dire un peu pas du bord, mais pas loin quoi. Et alors que ça, ce sont enfin à mon sens, hein, ça devrait être des études qui auraient dû être menées à plus large échelle et exigées au laboratoire, à Pharma, Moderna ou Pfizer ou AstraZeneca. Ça paraîtrait même à la limite, on peut comprendre qu'il y a une urgence, on peut dire voilà, il y avait une urgence de les mettre. Bon, alors après, ça dépend pour qui, je pense, mais bon, pourquoi pas. Mais même à les faire après, la mise sur le marché, c'est pour savoir, quoi, en fait, c'est important de savoir. Et comme disait Miro, si vous avez des cancers qui mettent 20 ans à se déclencher, savoir qu'il va y avoir une vague de cancer, c'est déjà une façon de les traiter, quoi. Hein. Et donc, pour ça, il faut le savoir. On avait aussi le docteur Christian Vello au début de la pandémie qui avait évoqué le fait que le code génétique puisse s'intégrer dans le génome. Ah bah cette possibilité, bah oui, après il y en a plein qui l'ont dit, mais après le truc c'est que la possibilité, c'est pas pour ça, c'est cette possibilité que ça se fait. Et le fait de pas chercher, ça amenait à dire bah voilà, moi j'ai des gens qui m'ont dit va nous transformer en OGM, le but des vaccins c'est quelqu'un de la sphère un peu réinfo Covid, tout ça, il me soutenait que voilà, si on avait fait ces vaccins, c'était pour faire de nous des OGM, avec une vision un peu paranoïaque. Alors que c'est pas du tout acquis, mais c'est même plus improbable d'ailleurs qu'il y ait des vaccins, notamment avec l'ARN, parce qu'il y a cette difficulté de la transcription inverse qui n'est pas systématique du tout. Mais c'est pas impossible. Et le problème, c'est qu'on a décrété impossible. Et moi, j'en parlais d'ailleurs même à cette même journée de l'INSERM, là où j'avais été, sur des informations en santé. Je parlais avec une des expertes de l'INSERM qui savait ça, et qui disait que oui, on ne peut pas dire ça, que c'est impossible. Mais voilà, mais c'est pas la peine de le dire, de dire autre chose, parce que voilà, ça risque de mettre le doute dans la tête des gens. Mais en même temps, moi, je pense que dire c'est impossible, ça le met encore plus. Parce que vous avez Christian Vello ou d'autres qui vont dire ah ben non, c'est pas exclu. D'autres qui vont dire ah ben c'est probable. Et puis d'autres comme Miroslav qui vont dire à mon avis ce qu'il faut. En fait, on n'en sait rien. Il faut mener la recherche, c'est la base de la science, quoi. Et est-ce qu'il y a une persistance de l'ARN messager dans l'organisme, alors au-delà de l'ADN est-ce que ça on sait ou pas aujourd'hui et si oui, quel problème cela implique? Ça, il y a des données aussi contradictoires. Il y a des études qui montrent une persistance de l'ADN, de l'ARN, comme de la spike. De la spike, ouais. Alors après... Beaucoup disent qu'elle est toxique d'ailleurs. Mais ça, voilà, peut-être c'est pas encore tout à fait il y a des éléments pour aller là-dessus. Après, c'est vrai, quels sont il y a un manque de recherche. Après, moi, je suis pas... Et d'ailleurs, c'est vraiment pas l'objet de mon livre, à dire ça, c'est la vérité, ça, c'est pas vrai. Voilà,
moi, ce que je montre, c'est plutôt un état d'esprit, un mode de fonctionnement. Et je prétends pas arriver à dire tel médicament il marche, celui-là il marche pas. C'est vraiment pas du tout l'objet. Donc je veux pas non plus dire qu'est-ce qu'il en est. Mais je sais que oui, il y a des études qui montrent une persistance de la spike et une persistance de l'ARN plus longue que ce qu'on disait au départ. Et voilà quoi. Après, je ne dirais pas qu'elles sont infaillibles. Je dirais pas que. Mais c'est un élément. Et c'est un élément aussi qui peut expliquer d'ailleurs des effets secondaires des vaccins. Hein. Il y a un Français qui développe ça à cause de la spike. Voilà, dire que la spike dérègle le système rénine-angiotensine. Mais il y avait aussi moi j'avais cité un papier d'une équipe grecque qui disait exactement la même chose, qui parlait de l'hypothèse spike pour expliquer les effets secondaires des vaccins, comme les effets secondaires du Covid d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est une hypothèse qui est intéressante, mais qui malheureusement aussi n'est pas expérimentée. Le docteur Sabatier, c'est ça? C'est ça. En France, c'est le docteur Sabatier qui a émis cette hypothèse, mais qui malheureusement ne l'a pas mise à l'épreuve de l'expérience. Et donc, lui, il va faire beaucoup d'articles, de revues de littérature, où il va voir que ça converge, que des choses qu'il avait prévues, des maladies arrivent et tout ça. Mais ce que je trouve assez malheureux, c'est que la base, c'est d'expérimenter son hypothèse. Et ça, c'est pas fait. Alors vous écrivez dans votre livre, justement, alors pour revenir à la question de l'obscurantisme, que, alors je cite, « La crise du Covid aura constitué un révélateur, un gigantesque théâtre de préjugés sur la scène duquel la science a pu être de tous côtés instrumentalisée avec de fortes implications politiques, médiatiques et sociétales. » Alors peut-être que c'est une conclusion intéressante par rapport à la crise Covid que vous tirez là, j'imagine. Ah bah disons que ça a eu un impact sur tous ces niveaux, c'est un peu... Mais vous dites dans cette citation, finalement, la manière d'appréhender la recherche scientifique a été transformée par cette phase, quoi. C'est par cette crise. De la regarder. Ouais, Après, je ne sais pas si elle a été transformée chez les chercheurs. Je ne pense pas que les chercheurs dans le laboratoire, ils aient fondamentalement changé. Mais après, c'est la perception. C'est surtout sur certains sujets. Les sujets qui touchaient la santé. C'est vrai que, par exemple, l'INSERM, on voit qu'ils sont dans une espèce de politique de discours encadré, une cellule riposte contre la désinformation, et quitte à en faire eux-mêmes. Donc, après, est-ce que ça a changé vraiment le fonctionnement? Je ne crois pas que j'ai mis la phrase, elle dit ça. Mais... Dans la phrase, c'est pas dit, mais disons que c'est quelque chose... Voilà, c'est une question qui vient en le lisant. Disons que les chercheurs que je côtoie, ils n'ont pas que le Covid a changé la façon de travailler. Après, ça a rendu ça a rendu les choses clivantes et avec des prises de position, mais ça, c'est peut-être plus dans l'information, ou alors peut-être avec des chercheurs qui ont été marginalisés, qui du coup peuvent se radicaliser. Mais c'est quand même une grande minorité. La plupart des chercheurs qui travaillaient avant le Covid, ils travaillent toujours après, on ne sait pas qui c'est, on ne les a pas vus, et ils sont... Et après, ce qui en est de la mainmise un peu de l'industrie pharmaceutique, elle était déjà là avant le Covid. Est-ce qu'elle est plus forte? Disons qu'effectivement, il y a déjà avant le Covid, il y a certaines recherches qui n'étaient pas faites sur certains sujets. Voilà, les vaccins, ce que montre le bouquin de Jean Hardy, c'est que des études qu'on reprochait au vaccin Covid de ne pas avoir fait, d'avoir eu, les autres vaccins ne les avaient pas forcément non plus, alors qu'ils n'avaient pas été faits dans l'urgence. Et puis il y a une thématique aussi intéressante que on n'en a pas encore abordé, mais que vous traitez dans votre livre, c'est celui de l'evidence-based medicine. Donc ces études en double aveugle qui sont considérées comme le standard aujourd'hui, le gold standard de la recherche scientifique. Mais vous dites dans votre livre que ces études-là sont en grande partie parce qu'elles coûtent cher, donc financées par l'industrie pharmaceutique, et que donc ça biaise une partie de la recherche. Quand même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'evidence-based medicine, c'est un bon principe d'avoir des données solides qui montrent qu'un traitement, on compare des groupes qui sont comparables. Un, on lui donne le traitement qu'on teste, l'autre, on lui donne le traitement de référence ou un placebo, et puis on voit si le traitement testé il a le meilleur résultat, c'est qu'il a fait la preuve de son efficacité. Donc ça, c'est une méthode très efficace. Après, le problème, c'est que c'était, comme je vous disais tout à l'heure, avec le ticket d'entrée de Falisarc, c'est que en fait, ces essais coûtent extrêmement cher. Et ce qui, en pratique, a amené qu'ils ont un monopole de l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est l'évidence-based medicine, c'est l'évidence de ceux qui peuvent se payer l'épreuve.
Et donc, en l'occurrence, ça va être l'industrie pour des nouveaux produits en plus. Ça va être pour des produits brevetés qui vont lui rapporter, qui vont être intéressants financièrement. Et ce qui fait que l'evidence-based medicine, ça concerne l'industrie pharmaceutique et quasiment rien d'autre. Alors après, je grossis un peu le trait, mais c'est même Palissard, il le dit, les essais, il y en a quasiment que pour les médicaments. Et du coup, tout ce qui va être thérapie non conventionnelle, pratique non conventionnelle, seront pas testés de manière satisfaisante, donc n'auront pas, en gros, on dira que ça marche pas parce que ça n'a pas fait ses preuves, y compris pour des médicaments repositionnés, comme il y en a eu plusieurs qui ont été testés pendant le Covid, mais qui pourraient y en avoir sur d'autres et qui n'intéresseront pas l'industrie pharmaceutique. Donc là, c'est là où il y aurait besoin d'avoir une reprise en main publique. Parce que si vous laissez la main de la médecine à ceux qui gagnent de l'argent avec, vous limitez la médecine à ce qui intéresse ceux qui gagnent de l'argent avec. C'est vrai qu'on l'a vu pendant le Covid avec divers médicaments, enfin, en tout cas, possibilités de traitement comme l'artémisia, vitamine D, hydroxychloroquine. Il y a des dizaines, c'est ce que dit Bernard Bégaud, que la France a été vraiment en dessous de tout à ce niveau-là. D'abord en commençant avec Raoult, parce qu'il dit le cas de Raoult, il aurait dû être réglé en mars 2020. Dès qu'il a dit ça, on aurait dû mener un essai, comparer son traitement dans les règles, et puis l'affaire a été réglée. Et ça n'a pas été fait. Et après, ça a été fait pour en fait rien du tout. Et en France, il n'y a pas d'essai sur toutes les dizaines de molécules qui auraient pu sortir, qui ont été mis, d'ailleurs il y en a pas mal même qui ont été trouvées en France, qui ont été mis en évidence en France, leur intérêt dans des études observationnelles ou des choses comme ça. Et Bégaud dit, oui, il y aurait dû avoir 10, 15 trucs qui auraient dû être testés. On a l'INSERM, qui est un organisme qui est fait pour ça. Il n'y en a eu aucun, parce que c'est cette logique d'abandon de l'évaluation à l'industrie, et que en fait c'est eux qui savent bien faire et qu'on a pris l'habitude, et c'est constant. Il y a un cas que je trouve assez amusant, c'est sur la vitamine D, où vous avez quand même eu un essai clinique qui a été fait en France et qui a été en plus parrainé par le CAPNAT. C'était le label national, priorité nationale, qui donnait le label à faire des essais. Et il y en a eu un sur la vitamine D qui a été fait par un mec qui s'appelle le professeur Hornweiler, qui est dans un service de gériatrie à Poitiers, je crois. Et qui, qui d'ailleurs travaillait avec Sabatier, parce que Sabatier travaille pas mal aussi sur la vitamine D. Enfin, il est très intéressé par ça. Et il a fait cet essai clinique sur des personnes âgées qui avaient le Covid, et qui a été fait en 2020, et il était terminé en décembre 2020, l'essai. Et en fait, il voit, donc c'était des gens à qui on avait donné, un groupe à qui on donnait une forte dose de vitamine D, et le groupe contrôle à qui on donnait une faible dose. Et ce qui est d'ailleurs un peu curieux, d'ailleurs, parce que pourquoi donner, si vous voulez mieux voir, l'autre ne veut pas lui en donner du tout. C'était déjà un peu bizarre. Mais en fait, il avait fait ça. Et il se trouve que les résultats, c'est au bout de 15 jours, 50% de mortalité en moins chez ceux qui ont la forte dose. Donc, bien. Par contre, à 28 jours, ça retombe. Quasiment pareil. L'effet positif disparaît. Et donc, ce papier, cette étude, elle est finie en décembre 2020, avec le parrainage CAPNAT. Donc, il y a un suivi, on imagine qu'il y a un suivi. Il voit ça. Qu'est-ce que vous voyez ça? Vous vous dites quoi? Ça a l'air intéressant. 15 jours, en fait, il faudrait redonner une dose, parce qu'en fait, ils ne donnaient qu'une seule dose. Donc, et d'ailleurs, ils vont conclure dans leur publication. Il faudrait essayer de donner une deuxième dose à 8-10 jours pour voir si l'effet est maintenu. Eh bien ça, personne ne le fait dans l'essai. On ne fait pas d'essai. L'essai, il reste là. Il met 1 an et demi à être publié. Et quand il est publié, vous avez la réaction qui va être assez clivée. Des gens qui étaient un peu anti-vitamine D, anti tout ce qui est un peu repositionné. Voilà. On va commencer par les autres. Les autres, ils vont dire, voilà, ça diminue la mortalité par 2. Ceux qui croient à la vitamine D, c'est formidable. Même d'ailleurs, il y avait même des chaînes, BFM, tout ça, qui allaient, oh là là. Et puis, les anti-vitamine D, anti-traitement repositionné, non, de toute façon, regardez, ça vaut rien et tout ça. Mais vous aviez personne qui disait, en fait, le problème, c'est que cette étude, elle est partielle.
Et je trouve que ça montre sur un cas comme la vitamine D, qui effectivement aurait pu être un traitement, beaucoup de gens pensent qu'il l'est. D'ailleurs, cet essai, vous pouvez le laisser penser. Il y a d'autres études, mais il n'y a pas de bons essais cliniques randomisés qui ont été faits. Et là, CapNap t'intéresse, il y a des premiers résultats positifs, il faudrait vérifier, et ben on le fait même pas. Et du coup, on entretient le doute. C'est de l'obscurantisme organisé, en fait, avec ceux qui croient en la vitamine D, ceux qui n'y croient pas. Et en fait, la science, elle est nulle part. Alors, Brice Perrier, nous arrivons au terme de cet entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter maintenant, vous pouvez le faire. Eh ben, écoutez, quoi dire, inviter... Peut-être sur votre lettre, la raison sensible. Ah bah oui, je peux parler un peu de cette lettre que j'ai montée, qui en fait est une sorte de suite du livre, de prolongement du livre, vraiment, parce que le dernier chapitre du livre, il concerne le volet médiatique. En fait, le filtre médiatique, j'appelle ça, et qui montre comment, oui, il opère un filtre qui fait qu'il y a des choses qui passent à côté, qui sont mises de côté, et donc à la base par un peu le mainstream qui va pas suivre certains sujets, qui va les discréditer, ou qui va les donner aussi à ses fact-checkers pour avoir ça, les traiter sous une optique un peu adverse, on va dire. Et puis du coup, ce qui fait que ça a développé toute une information alternative. Mais ce que je constate, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup plus de contradictions. Il n'y en a même pas plus de contradictions du côté de l'alternative que du côté du mainstream. Parce qu'en fait, chacun va avoir ses experts, sa vérité. Et je montre que des gens peuvent arriver à sortir des choses un peu aberrantes. Il suffit qu'en fait, dès qu'on est un peu anti-système, ça marche et on peut aller vendre des livres, faire des choses. Je sais pas, par exemple, je parle du cas de Pierre Chaillot, qui est quelqu'un qui a été vu beaucoup dans toutes ces médias alternatifs, parce qu'il a fait ses statistiques, de montrer avec ses statistiques qu'en fait, on avait gonflé l'épidémie, en gros, et ce qui est pertinent. Mais en même temps, Pierre Chaillot, il vous dit qu'il n'y a pas de circulation du virus. Comme si en fait le virus n'existait pas, que les gens ne sont pas, que c'est pas une maladie contagieuse et qu'on a inventé que les gens n'ont pas eu le Covid, qu'ils ont eu la grippe ou qu'ils ont eu une bronchite ou qu'ils ont eu je ne sais quoi, mais qu'en fait le Covid est toute une invention. Et ça c'est juste, c'est de l'obscurantisme. Hein, et ça, vous avez personne quand il va passer dans ces médias qui va lui dire ça. Et même moi, j'ai interrogé Laurent Toubiana, qui a postfacé le livre de Pierre Chaillot. Et en lui demandant, je lui demandant, mais ce qu'il dit, parce que c'est quand même, ça discrédite. Et puis ça montre après, parce que c'est cette négation un peu de la maladie. Après, on sent que tout est interprété de dire en fait c'est tout du bidon et tout ça, mais c'est sûr qu'il pense que c'est tout du bidon, vu qu'il pense qu'il n'y a pas de maladie. Donc, et je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez? Ah, il dit, ça fait. Je lui dis 10 fois que c'était n'importe quoi, que. Il démontrait ça de façon débile, mais il veut rien entendre. Et qui discrédite son propre propos aussi. Mais je veux pas, je l'ai pas dit, je vais pas le dire parce que je voudrais pas qu'on mette tout, on balance tout ce qu'il dit avec le Lubin et tout ça, mais en même temps, c'est de loup, on regarde que ce qui nous arrange, et ça c'est un exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres, et où il y a une sorte de complaisance en fait. Et l'antisystème, c'est une complaisance avec tous ceux qui sont un peu antisystème. Et du coup, moi, ce que je vois, je me reconnais un peu nulle part là-dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai lancé cette lettre pour essayer de faire ce que je ne trouve pas ailleurs. Et donc, qui propose des entretiens là, depuis 6 mois, des longs entretiens écrits. Alors, c'est un format un peu qui n'est pas le plus répandu aujourd'hui. C'est de l'écrit, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir d'écrit, ça reste. Et donc, voilà, j'ai fait les gens peuvent regarder, c'est accessible, et en même temps, ça peut être aussi payant, parce que l'idée, c'est aussi d'en vivre, parce que moi, je suis journaliste, hein, donc aujourd'hui, je suis plus trop bienvenu, on va dire, dans la presse, les magazines où j'ai travaillé, ils me sollicitent plus, parce que il y a ce côté un peu binaire qui faut vraiment fonctionner, et quand vous êtes un peu nulle part, quand vous êtes difficilement identifiable, voilà, il y a peut-être une sorte de méfiance. Et du coup, voilà, je me suis mis, et je ne sais pas combien de temps ça durera, parce qu'il faudrait il y ait un soutien plus fort aujourd'hui du lectorat. Et sinon, je travaille aussi, je peux travailler aussi à faire des livres.
Et là, d'ailleurs, je vais sortir sur ma lettre prochainement une enquête sur quelqu'un que vous connaissez un peu, sur lequel vous avez travaillé, qui est dénommé Grégoire Perra, qui est une personne qui dénonce le mouvement anthroposophique en France de manière assez très particulière, on peut dire, et assez peu crédible quand on le regarde. Ça fait 1 an que j'étudie cette personne. Et surtout, c'est quelqu'un qui se comporte avec les journalistes d'une façon assez stupéfiante, parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette personne parce que j'avais vu d'ailleurs un article que vous avez fait qui montrait les conditions de son départ de l'école Steiner où il enseignait, qui posait question. Parce que, voilà, qui posait question, je ne veux pas en dire plus. Mais, et que vous montriez dans votre article avec notamment 2 pièces qui étaient des lettres de Grégoire Perra qui sont assez problématiques. Et donc, je l'avais contacté, mais sachant que vous le dites dans votre article, que vous êtes assez plus ou moins proche de l'anthroposophie, que vous avez fait des études là-bas, que vous pouvez écrire pour eux. Donc, moi, j'étais un peu méfiant de votre article, et je l'ai dit clairement à Grégoire Perra, voilà, je voudrais avoir votre avis sur ce qu'il raconte, parce que ça me paraît douteux, mais donc je voudrais avoir votre éclairage. Et en fait, il m'a immédiatement bloqué, parce que c'est un sujet, en fait, visiblement, qui refuse, d'ailleurs, je sais aujourd'hui qu'il refuse que ce sujet soit traité. C'est un sujet qui est un peu, on pourrait qualifier un peu de sa casserole, je sais pas. En tout cas, il a l'air de le voir comme ça, hein. Et donc, voilà, donc du coup, le fait qu'il me bloque, c'était, pour un enquêteur, c'est suspect, en fait, hein. Donc, je me suis intéressé à lui, il m'a donné envie d'enquêter sur lui, tout simplement. Et à l'époque, je travaillais avec un site qui s'appelle Factuel. Et donc, j'avais proposé à Factuel de faire une enquête sur cette personne qui est intéressante, parce qu'en fait, au-delà de son cas, qui en fait n'est pas forcément très intéressant, mais il révèle en fait justement un phénomène de mésinformation, parce que la façon dont il est relayé de manière hyper caricaturale par des ministres, par des membres du gouvernement, des autorités, la lutte anti-secte, par des journaux, des médias. C'est assez stupéfiant et ça questionne. Et notamment, si je m'intéresse aussi à ça, c'est parce que les personnes qui soutiennent cette personne, Grégoire Perra, de façon assez inconditionnelle, ce sont pas mal des gens dont je parle dans l'obscurantisme au pouvoir, qui se veulent les voix de l'esprit critique, de la science, parce que Grégoire Perra combattrait l'obscurantisme, qui représenterait les croyances absurdes ou dangereuses de l'anthroposophie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que des gens qui, soi-disant, sont pour la science, pour l'esprit critique, je le montrais déjà, qu'il y a les biais de confirmation qui marchent. Eux, c'est des gens qui dénoncent beaucoup, les gens qui sont biaisés, tout ça, alors qu'eux, ils sont extrêmement biaisés. Et là, avec Grégoire Perra, je crois que c'est le summum. C'est le summum du biais de confirmation où ces gens vont valider quelqu'un dont la crédibilité est plus que douteuse. Et qui, quand on enquête sur lui, pour en finir, et ça, c'est vraiment, c'est juste hallucinant, quoi. Moi, quand j'ai voulu commencer une enquête sur lui, je l'ai prévenu. Et je l'ai prévenu que j'allais faire. Je m'intéressais à son cas. Donc, je ne savais même pas encore si j'allais faire une enquête, mais je lui ai dit que je m'intéressais à son cas, et notamment l'influence qu'il pouvait avoir sur l'influence qu'il pouvait avoir dans la lutte anti-secte en France et dans la lutte contre l'anthroposophie. Et il ne m'a pas répondu. Par contre, comme il a un réseau de journalistes assez conséquent aujourd'hui, il a cherché à contacter la rédaction de Factuel, et il y est parvenu, en leur disant que j'étais envoyé par les anthroposophes et que je cherchais à le discréditer, que j'étais en fait un envoyé des anthroposophes. Alors qu'il ne me connaît pas, il ne sait rien, je suis absolument pas envoyé anthroposophe. Et que nous-mêmes ne nous connaissons pas plus que ça. Moi, je vous ai connu, je vous ai appelé quand j'ai lu votre article. Même après, pas quand j'ai lu votre article, parce que quand j'ai lu votre article, j'ai demandé l'avis à Perra. Quand j'ai commencé mon enquête, là, je vous ai appelé, dans le cadre de mon enquête, comme j'ai appelé beaucoup de gens. Et comme j'ai essayé d'appeler Grégoire Perra et tout son entourage. Et en fait, c'est impossible. Et donc, cette personne, quand vous voulez travailler sur lui, il vous dénonce, il cherche à vous
discrédité auprès de votre employeur, en fait, ce qui est déjà pas très correct. Alors qu'il n'a rien pour dire que je suis entrepreneur. C'est pur vulé. Et ensuite, il a été le niveau dessus, il a tweeté. Il a mis un tweet sur Twitter, parce qu'en fait, je cherchais à contacter des gens qui sont proches de lui. Parce qu'il a toute une espèce je sais pas si c'est une cour, en tout cas une tribu, et qui sont vraiment des fidèles, quoi. Il y a une attitude un peu de gourou chez cette personne. Il se comporte un peu comme tel, et les gens se comportent un peu comme vis-à-vis d'un gourou avec lui. C'est ça qui est assez amusant. Et donc, il avait été prévenu par des gens que je sollicitais aussi, comme lui d'ailleurs, parce que quand vous faites une enquête, vous essayez d'interroger les gens qui sont concernés. Et donc, il avait fait un tweet. Vous êtes plusieurs à m'avoir informé de la démarche de ce Brice Perrier. En fait, c'est en réalité un anthroposophe qui prépare un article dans le cadre d'une campagne de réhabilitation de l'anthroposophie. Et ça, c'est juste stupéfiant que quelqu'un puisse se permettre, comme s'il avait une sorte de sentiment d'impunité, de pouvoir raconter n'importe quoi, parce que c'est des mensonges manifestes, et il va se faire tweeter ça, et ART, à retweeter, et vous avez sa communauté qui retweet. Ça, c'était quelque chose qu'il a... il a fait aborder, parce que moi, j'ai pas réussi à l'avoir, il a jamais accepté de me répondre, il m'a menti, je vous donne un peu tout le making-of de cette enquête. Une fois, il m'a menti, parce que comme il me répondait pas, je suis passé par son avocat, et je lui ai envoyé une liste d'une 40aine de questions. Et j'avais eu la surprise, 10-15 jours après, parce que son avocat m'avait dit, il ne vous répondra pas. Ce qui était d'ailleurs assez amusant, parce qu'il m'avait donné comme raison qu'en fait, il veut tourner la page, il en a marre de faire ça, alors que c'est une personne qui est mobilisée quasiment H24 à la dénonciation de l'anthroposophie, mais bon. Mais en tout cas, ouais, j'avais envoyé des questions, et il m'a envoyé une fois une réponse en disant, enfin la seule fois qu'il m'a envoyé, j'ai répondu à toutes vos questions, mon avocat vous les transmettra. Et puis, en fait, non, elles ne sont jamais venues. Elles ne sont jamais venues. Et pourquoi je perds le fil, je ne sais plus où j'en étais. Mais sur le fait que, oui, si, que par son avocat, donc j'avais interrogé son avocat, puis je lui avais dit, mais votre client, quand même, vous vous rendez compte, ce qu'il m'accuse. Donc, il a finalement retiré son tweet. Mais il sera dans l'enquête, parce qu'il a été capturé. Mais depuis... Et ça en est pris régulièrement à moi. Et c'est vraiment stupéfiant parce que donc, finalement, mon enquête a été arrêtée parce que le site avec lequel je travaillais a fait faillite. Et il était en difficulté. Mais il avait aussi été un peu mis sous pression par Perra qui le taguait il détourne des histoires, sur des histoires de viols sur enfants. Alors, comme si faire une enquête sur lui, c'était cautionner des viols sur enfants. Et il taguait factuel, alors vous êtes prêt à assumer, tout ça. Finalement, ils ont à la fois pris un peu peur d'un procès, et puis ils étaient en problème de dépôt de bilan. Donc l'enquête s'est pas faite, mais je l'ai poursuivi de mon côté, et j'ai été attaqué plusieurs reprises par Perra, qui me dénonce toujours comme le mec à la solde de l'anthroposophie, ou des choses comme ça. Et c'est amusant parce qu'il a eu un procès au mois de juin, où je suis allé assister, où vous étiez d'ailleurs. C'est la première fois qu'on s'est vus. Absolument. Ce qui a d'ailleurs fait à Grégoire Perra dire que je connaissais les pires anthroposophes de France. Ce qui est assez amusant parce que les pires anthroposophes de France, donc que je connais très bien, soi-disant, d'après lui, c'est vous, donc qui êtes suisse, et une autre qui a fait son ex. Et donc, que j'ai interrogé aussi, qui est son ex, donc qui peut vous parler Donc, en fait, moi, je connais les pires anthroposophes, mais c'est celui qui a enquêté un peu sur lui, et puis son ex. Ça fait de moi quelqu'un qui connaît... Voilà, c'est un peu la réalité façon Perra. Mais j'ai été le voir à ce procès, donc... et comme, il m'avait toujours pas répondu, je l'avais recontacté, parce que je les ai recontactés pour leur dire que je reprenais mon enquête, avant que je lance la lettre, parce que j'avais prévu de la faire paraître dans la lettre. Et donc, ça m'avait valu d'ailleurs quelques encore petits passages sur Twitter de journalistes de 5e zone ou ce genre de choses. Et là, j'ai été au procès. Et donc, à la pause, j'ai voulu aller le voir. Je lui ai dit bonjour, monsieur Perra. Et il me fait, je veux vous parler. Il me fait non. Et puis je dis mais pourquoi ? Et vous m'aviez promis, que vous m'aviez écrit, que vous m'envoyiez les lettres et tout ça. Et puis du coup, je le suis. Et je le suis pendant 10 mètres, 10-15 mètres dans un couloir du tribunal.
Et puis, elle arrive devant une porte, et là, tout d'un coup, il se retourne, et puis il me fait « Non, mais vous ne me parlez pas, et vous n'avez pas le droit de me parler. » Puis je dis « Pourquoi j'ai pas le droit? Vous n'avez pas le droit de me parler. » Et puis voilà, puis son avocat arrive, et voilà, bon, bah, ok, vous voulez, hein, mais... Et ça, bah, le soir même, c'était sur Twitter, Brice Perrier qui me harcèle jusqu'à la porte des toilettes, ce journaliste, c'est encore sa méthode. Tout ça pour juste lui demander en fait l'interview. Et ce qui est assez amusant, c'est que, pour vous finir, c'est que pendant ce procès, son avocat s'en prenait à vous, qui avait fait un article sur pièce, on va dire, sur document. Et il vous reprochait de ne pas avoir respecté la base du contradictoire. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce journalisme en Suisse? On ne respecte pas le contradictoire, on n'interroge pas les gens et tout ça. Et moi, j'étais dans la salle, mais ça me faisait rire parce que, en fait, c'est impossible. Pareil à quelqu'un qui rend impossible l'exercice du contradictoire, mais son avocat va le reprocher à un journaliste. Et bon, bah, on va voir. Donc, j'ai pas pu faire avec. J'ai pas eu ces réponses, mais j'ai fait cette enquête et là, je vais la publier en plusieurs épisodes et c'est quelque chose qui amène un nouveau volet à ressourcing. Mais c'est quand même, c'est pas de la science pure ou de la médecine pure, mais quand même, ça rentre dans cette case parce que c'est vraiment... Grégoire Perra se veut comme l'incarnation, en fait, il est le héros de la rationalité, c'est la science. D'ailleurs, moi, il me dit que je suis un ennemi de la science. Parce que enquêter sur lui, c'est être un ennemi de la science. Et c'est assez... Non, c'est une histoire assez amusante. Il a fait une petite chanson d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Une chanson à sa gloire, mais c'est là où là, ça relève vraiment il y a un côté vraiment gourou, parce que vous voyez cette chanson qu'il a fait juste avant, je ne sais pas qui l'a fait, hein, mais c'est lui qui la poste dans sur Twitter. Et qu'il la poste sur Twitter quelques minutes après qu'elle soit postée sur le site de streaming. Donc voilà, il n'est pas loin de celui qui l'a posté aussi, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il n'en est pas très loin. Et c'est une chanson, oui, clairement, à sa gloire, qui va gagner, le héros, c'est Goldorak. En plus, maintenant, c'est toute sa clique le présente comme Goldorak, et c'est le super-héros qui va combattre les... C'est assez fascinant, c'est assez fascinant. Donc voilà, je vous invite à lire Raison sensible et à découvrir ça, et si vous voulez soutenir un journalisme... singulier, ou en tout cas qui fait ce qu'il peut, qui essaye de faire ce qu'il peut le mieux qu'il peut. Eh bien, Brice Perrier, merci pour cet entretien. Merci à vous.